Moi, je suis contre le fait de monter des boîtes seul. Après, j'ai commencé mes études après mon bac dans une école de commerce et j'ai arrêté au bout de 2 semaines. En ce moment, je sais pas, je dors entre 4 et 6 heures par nuit. L'ascenseur social en France aujourd'hui n'existe plus tellement. T'as des écoles, même en France, qui coûtent 15 000 € l'année et qui te garantissent que dalle. Tu ne peux pas monter une boîte qui va te plaire avec une bonne équipe et qui va être bien montée si t'es pas à fond sa mère dedans. La base pour réussir en entrepreneuriat, c'est d'être toujours en quête de nouveaux apprentissages. Alors chaque semaine, je t'emmène avec moi à la rencontre des meilleurs entrepreneurs du game. Je m'appelle Benoît Dubos, cofondateur de Scalesia, et comme toi, j'étais vraiment pas prêt pour cet échange. Let's go. Là, on est chez Valran, du Crayon. Ouais. On était dans la cuisine en train de boire un café et je regrettais qu'on n'ait pas une GoPro planquée parce qu'on commençait déjà à envoyer du lourd, ça partait dans tous les sens. En même temps, c'est normal avec Valran. En 5 minutes, hein. Je me suis même dit, je crois qu'il faut que je me calme et que j'attende qu'on soit filmé pour continuer parce que je racontais ma vie, quoi. Donc, des bars. Mais en même temps, c'est dur de pas partir en live avec Valran, quoi. Ouais. C'est vrai qu'il est intense. Mais ça fait plaisir de voir que des gens sont pas mous. Ouais. Ouais, et puis là, je pense que cet échange va être pas mal aussi. Et comment ça va, toi, déjà? Bah, très bien. Merci déjà de me recevoir. Merci au Crayon et merci à toi. Et moi, tout va bien. Un peu intense en ce moment et tout va bien. Et toi, comment ça va? Bah, nickel, mais je dors plus que toi, je crois. Possible. Et c'est tout à ton avantage. Tu m'as dit que tu faisais des petites nuits. Comment tu tiens? Bah, la vérité, c'est que c'est pas bon du tout. Je le conseille à personne. Que j'ai des périodes, en fait, en ce moment, je sais pas, je dors entre, 4 et 6 heures par nuit. Mais pas exprès, tu vois. Je fais pas partie des gens qui vont crier sur tous les toits. Je me lève à 4h30 pour ma routine. C'est pas ça, en fait. C'est juste que je me couche tard le soir, parce que je marche par moment de créativité. Donc, tu vois, t'as des moments où je vais m'arrêter à 2h du mat. T'as des moments où je vais m'arrêter plus tôt, mais je sais pas, je vais sortir un soir. Et puis, je me réveille toujours plus ou moins à la même heure. Donc ouais, je dors pas beaucoup, mais c'est pas conseillé. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que j'essaie de faire des micro-siestes après déj, et ça marche bien. Mais ouais, c'est très déconseillé de dormir moins de 8-9 heures, et je pense que c'est même super important de dormir, de bien dormir. Et justement, qu'est-ce qui fait là qu'en ce moment tu dors aussi peu? Tu bosses sur quoi? Bah, en ce moment, on vient de lever des fonds, donc on fait plein de choses. Tu vois, on est en train de tester plein de nouveaux métiers. Pour nos programmes, on est en train de tester des nouvelles langues, donc des nouveaux pays, tu vois. On a plein de sujets, on recrute du monde, et en fait, on développe à fond notre plateforme tech, qui est un LMS, en fait, qui est un peu le campus pour nos programmes en ligne, sur lequel on héberge tout, donc c'est beaucoup de boulot, mais tu vois, au-delà du boulot, juste le cerveau est pris, on fait plein de choses, donc et puis moi j'ai jamais tellement beaucoup dormi, tu vois, pour répondre à ta question, donc pas de particularité, mais ouais, ça bosse fort et surtout on kiffe en ce moment. Et comment tu te présentes, toi? Comment je me présente? À titre perso ou à titre pro? Ce que tu veux. Moi, je m'appelle Sacha, pour ceux qui me connaissent pas. Je suis le cofondateur de Revoltrain, qui est une école en ligne qu'on a montée il y a 1 an et demi avec mes associés Corentin Lambert, Benjamin Joliveau et Florent Aubry, qui je fais un gros big up, et The Quest, qui est un startup studio qui s'appelait anciennement The Secret Company, je pense que tu as interviewé. Et donc on a monté Revoltrain, qui est une école en ligne pour apprendre un métier d'avenir, entre guillemets, en pénurie de talent, en temps record. Donc en gros, on va former les gens sur tous les métiers qui demandent pas de compétences cognitives, donc des métiers de hard skill comme le montage vidéo, je sais pas moi, pour devenir commercial, devenir virtual assistant, devenir data analyst, tu vois, tous ces métiers-là, copywriter, des métiers évidemment qui sont continuellement adaptés aux tendances du marché, qui sont enseignés par des praticiens qui sont encore sur le terrain pour toujours être à jour et qui sont en temps record. Donc en fait, on forme les gens entre 1 et 4 mois, on va dire, et on leur garantit le résultat à la fin. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas d'émission de freelance ou un emploi au bout de X temps après leur formation, on les rembourse. Et donc ça, c'est la boîte qu'on a montée, et je pense que je me présente pas mal à travers la boîte aujourd'hui. Après, j'ai une histoire évidemment qui est un peu plus longue, même si je suis jeune, mais voilà, ça c'est en quelques mots comment je me présente aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que là, on est en train de parler? Qu'est-ce qui fait que là, t'es cofondateur d'une boîte qui qui pète déjà fort? Qu'est-ce qui fait? Bah écoute, je pense que déjà j'ai commencé tôt, relativement. Okay. À quel âge? À 11 ans. 11 ans? Ouais. Ah ouais? C'était vraiment le début. C'était pas un vrai début. C'est en gros, pour faire l'histoire, quand j'étais en 6e, j'étais passionné de dessin, de peinture, d'art, et toujours encore aujourd'hui. Et je savais bien dessiner. Et je m'étais acheté une boîte de Posca, je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est des feutres de peinture, quoi, en gros, de couleurs.
Et à l'époque, c'était la mode des Adidas Stan Smith, les baskets blanches là. Et ce que je faisais, c'est que j'allais avec un pote dans tout mon collège et on allait voir tout le monde en disant bah là tes Stan Smith elles sont niquées, bah tu nous payes 10 balles, je te les restaure, je les repeignais en blanc. Et tu me payes 10 balles de plus, je te les personnalise avec ton nom, un graffiti, ce que tu veux. Et comme ça en fait on est monté, je sais plus, très vite à 1000 balles. Mais bon, j'avais 11 ans donc c'était cool et on s'est fait tout de suite hyper sanctionné par l'école, enfin bref. Donc ça c'était le tout début, j'ai pris goût parce que c'était marrant en fait le fait d'aller démarcher des gens dans l'école. Puis derrière à 14 ans, j'étais fan de cet artiste qui s'appelle Invader. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est un artiste qui met des mosaïques de Space Invader, de jeux vidéo. Il y en a pas mal dans Paris. Il y en a plein à Paris, il y en a plein à Los Angeles, à New York, à Tokyo, il y en a dans toutes les grandes villes du monde. Et je commençais à entendre des gens, que ça soit des potes de mes proches, des potes de mes parents, les parents de mes potes, etc., qui disaient que ils en voulaient chez eux. Et je me suis renseigné et le marché de l'art, j'avais compris que ça n'avait pas vraiment de prix et que les prix étaient un peu indécents. Donc pour 4 carreaux de mosaïque, le mec vendait ça minimum 100 000 balles, tu vois. Et t'en as qui montaient beaucoup plus cher. Je me disais bon bah il y a de la demande, sauf que les gens n'ont pas 100 000 balles à mettre dans des carreaux de mosaïque, donc je vais leur refaire en leur disant que c'est moi qui l'ai fait et pas lui. On va voir s'ils achètent. Et donc comme ça, en fait, j'ai commencé à en faire pour moi avant même de les vendre dans ma chambre. Et donc j'ai un peu fait le tour de France pour trouver un Cultura à Caen, qui est le seul magasin que j'avais trouvé en France qui vendait des mosaïques en vrac. Alors que sinon c'était, tu vois, les grossistes dans des trucs de carrelage et tout. J'ai commencé à les reproduire pour moi. Et donc j'ai commencé à en avoir 10 dans ma chambre. C'était un peu n'importe quoi. Et du coup, un jour, je vais chez un pote et je lui montre à mon pote, son père était derrière, il me dit, moi j'en veux un. Je dis, ok, bah, je vous en fais un. Et je lui ai fait un dans son jardin. Puis derrière, je me suis dit, bah, faut que je les vende. Et très vite, je les ai vendus 20, 30, 40, 50 balles. Et puis un an après, je les vendais à des restos, dans des bureaux, dans des apparts de gens qui avaient plus d'argent et je le vendais jusqu'à 1000 balles la pièce. Et donc, comme ça, à 14, 15 ans, je commençais à gagner ma vie. Donc ça, c'est la deuxième fois que j'ai pris goût. Et j'ai compris que la seule chose à ce moment-là qui avait fait que j'avais plus ou moins réussi à faire de l'argent, c'était que ça me plaisait profondément de le faire. En fait, un truc que j'en ai 1000 balles me coûtait 15 balles et me prenait 1h30, mais 1h de plaisir. Donc, c'était full rentable, quoi. Et ça, j'ai arrêté au bout d'un moment parce que je voulais juste faire autre chose. C'est surtout en terminale. Donc, je venais d'avoir 17 ans. J'ai monté une boîte avec un pote du lycée. En fait, on était en classe et on s'est dit, c'est l'année de trop, parce qu'il y a eu le Covid juste avant. Donc, tu vois, ça faisait 6 mois qu'on n'avait pas été en cours. Et on s'est dit, ouais, c'est l'année de trop. Viens, on monte une boîte, comme ça, on finit pas l'année, on n'a pas à passer le bac, et on sera déjà riche avant la fin de l'année. C'était évidemment très con, comme pensée. Mais en fait, on a fini par s'éclater parce qu'on a monté une boîte qui était une plateforme de jeux vidéo de paris en ligne. Donc, ce qu'on voulait faire, c'était un peu démocratiser le casino en ligne, en mettant des jeux de tous les jours, comme pile ou face, pierre feuille ciseaux, pour combien, tous les jeux auxquels on joue dans la cour. Et on s'est dit, ok, on va rendre mainstream cette industrie en mettant ces jeux-là sur une app. Donc, on a commencé à apprendre Figma, Adobe XD, machin. On a designé notre app, on l'a fait intégrer. Et puis, on s'était intéressé à rien d'autre que ça. On avait juste grindé là-dessus. Et vraiment, on faisait ça la nuit. La journée, on dormait en cours, donc c'était marrant. Et en fait, on a dû s'arrêter 1 an et demi après parce que au moment où notre truc était full développé et prêt à sortir, on a réalisé qu'il fallait des licences, en fait. Et que c'était une industrie super complexe légalement. Et à 16 ans, il y avait personne qui avait donné une licence. On pouvait même pas monter une structure légale. Donc, on a perdu de l'argent, on a perdu du temps. Enfin, non, je peux pas dire qu'on a perdu du temps, en vrai, parce que j'ai appris énormément de choses. Notamment Figma, par exemple, ce qui a fait qu'après, je suis devenu freelance en UX et en web design. Et ce qui était marrant quand j'étais freelance, c'est que là où je gagnais pas mal ma vie, c'est que les devs, je les comprenais. Donc, ils m'aimaient bien. Et ils aimaient bien travailler avec moi. Alors que la plupart des UX se font détester par les devs. Parce qu'ils se comprennent pas. Parce qu'un dev va dire, oui, mais toi, tu crois que tout peut ressembler à ce que t'as envie, alors qu'il y a des contraintes techniques, etc. Et moi, comme je comprenais ça, je sais pas pourquoi, ça marchait bien. Donc après, j'ai fait un peu de freelance. Et puis, je suis en plein monologue, hein, mais je termine. Après, j'ai commencé mes études après mon bac, dans une école de commerce, l'EDEC. Et j'ai arrêté au bout de 2 semaines, pour plusieurs raisons, qui mènent à la raison pour laquelle j'ai eu envie de monter Revolt Train derrière. C'est quoi la raison? Mais il y en avait plusieurs. C'est que, et on en parlait dans la cuisine justement, pour ça j'ai l'impression de me répéter, mais c'est marrant. Première raison, c'est que j'arrive, me dis bon, cool, je vais rencontrer des gens différents, je vais apprendre des choses intéressantes, pertinentes, qui vont me permettre derrière de probablement monétiser un savoir ou travailler dans quelque chose, un qui me plaît et deux qui me rapporte. Sauf que j'arrive et déjà, dès la première semaine, je vois que les gens que je rencontre sont plus ou moins les mêmes que j'avais rencontrés à Paris, parce que j'ai grandi à Paris, je fais mon collège, mon lycée à Paris. Donc déjà, je suis un peu déçu.
des rencontres. Après, je me dis, c'est un programme qui me fait voyager, donc je rencontrerai du monde, mais bon, à ce moment-là, je suis un peu déçu. Deuxième chose, au niveau des cours, j'avais beaucoup de cours qui étaient uniquement théoriques et qui étaient en plus du bullshit. En tout cas, je considérais que c'était du bullshit. Typiquement, les cours de management, déjà, c'était enseigné, je soupire, hein, mais c'était enseigné par des gars qui n'avaient jamais rien managé de leur vie. Donc, je me disais, j'ai déjà plus intérêt à regarder des podcasts de Sam Ovens, de je sais pas moi, de Paul Graham sur YouTube, qui eux ont managé des choses et qui derrière enseignent, plutôt que des gens qui ont appris à être prof, tu vois. Je trouvais ça bizarre. Donc ça m'emmerdait un petit peu. Puis derrière, il y a un truc qui m'a traumatisé, on avait un cours qui s'appelait droit des affaires. Et j'arrive le premier jour, et il dit le prof, il y aura pas d'examen jusqu'à la fin de l'année. Il y aura un seul devoir à rendre à la fin de l'année, qui est monter une boîte fictive en France. Donc les statuts, le capital social, tout le bordel. Et je me suis dit, mais comment c'est possible que les gens payent des études de commerce pour apprendre à faire un truc tout con que Legal Start te fait pour 50 €. Et donc, je suis allé voir mon prof, je lui ai dit, moi j'ai monté une boîte pendant ma terminale, donc je l'ai déjà fait, qu'est-ce que je fais cette année? C'était un cours qui avait lieu 2 heures par semaine. Et il me dit, t'as pas besoin de venir jusqu'à la fin de l'année, tu me rends ton devoir en fin d'année. C'est juste les statuts de la boîte que j'ai monté. À ce moment-là, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais juste avoir 4 ans de vacances supplémentaires. Waouh. Donc, je voulais pas faire ça, en fait. Et donc, je suis rentré. Et puis derrière, l'histoire se suit. J'ai recontacté Maxime Blondel, justement. Pour ceux qui le connaissent pas, il a monté The Quest, anciennement The Secret Company, qui est un startup studio qui, en gros, propulse des jeunes de 17 à 27, 28 ans à monter leur boîte. Et eux donnent, en gros, un ticket et des équipes opérationnelles pendant 12 à 18 mois pour arriver à une boîte qui a rencontré un marché et qui est sur des rails. Et j'avais contacté parce que quand j'avais 14 ans, j'étais allé le voir à l'époque. Le hub, c'était The Family. Et lui, il bossait là-bas. Et j'étais allé le voir et il m'avait recalé très gentiment en me disant, écoute mec, t'as une bonne énergie, t'es mignon, mais t'as 14 ans, reviens quand t'as 18 ou 20 ans, si t'as envie, on va faire quelque chose de toi. Mais là, actuellement, je peux rien faire de toi. À ce moment-là, j'ai 18 ans, je vois que The Family n'existe plus trop, qu'ils ont fermé leurs locaux, etc. Donc je me demande ce qu'il fait ce Maxime Blondel. Et donc je le recontacte, j'arrive à rentrer en contact avec lui, je le harcèle un peu, il me répond, puis je finis par devenir son bras droit pendant quelques mois. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Corentin, mon premier associé, et qu'on a commencé l'aventure Revel Train. Donc voilà, c'est un peu l'histoire depuis le début de pourquoi, comme tu dis, à 20 ans, j'ai monté une boîte. Je pense qu'il y a aussi pas mal de chance. Je vais être honnête, hein, et je pense que tout le monde devrait l'être. C'est pas que le hard work, c'est aussi la chance. Et c'est des bonnes rencontres, et puis un peu de courage, je pense. Et la chance, c'est joué à quel moment, selon toi? Je pense que la chance se provoque déjà. Je crois à la chance, je crois pas au hasard. Donc, il y a rien qui a été fait par hasard. La chance, elle a été faite à quel moment? Au moment où, si tu veux, j'ai décidé d'avoir le courage d'arrêter l'école. Bon, à la base, prendre une année sabbatique, certes, mais quand même d'arrêter, tu vois, de quitter le banc de l'école, c'est un truc qui a pas été évident. Je me suis embrouillé avec pas mal de mes proches. J'ai pu parler à mes parents pendant un bout de temps, etc. Et donc ça, j'ai provoqué ma chance une première fois. Deuxième fois, je contacte Maxime Blondel, il me répond pas. Je l'harcèle. J'essaye de provoquer ma chance, tu vois. Et puis derrière, quand il me répond, je bosse pour lui. Au début, en plus, c'était marrant. Le gars je lui dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il me dit, je sais pas, débrouille-toi. Donc j'ai contacté toutes les personnes de l'écosystème et je me suis retrouvé au bout de, en fait, 1 heure avec une to-do list de 3 semaines de choses que je ne savais pas faire. Et donc pareil, là, c'était soit j'abandonne, soit j'apprends à faire ces trucs et je les fais. Et je les fais. Tu vois, comme ça, tu provoques un peu ta chance et tu provoques, si tu veux, quelque chose qui va arriver devant toi et après, c'est à toi de le saisir ou de pas le saisir. Là, j'ai provoqué le fait que j'ai pu monter cette boîte avec Corentin, parce qu'à ce moment-là, Corentin, mon associé, avait commencé avec Maxime, et j'étais parti en week-end, et là, mon rôle, c'était de trouver un associé à Corentin. Quand il m'appelle et qu'il me dit, ouais, j'aimerais bien que ce soit toi. Et donc là, pareil, moi, mon deal avec mes parents, pour que je continuais à dormir chez eux, c'était de prendre qu'une année sabbatique et de reprendre mes études après. Là, je suis retourné les voir en leur disant, écoutez, je repars pour une aventure de peut-être 5 ou 10 ans, je monte une boîte. Et donc pareil, à ce moment-là, je pense que tu provoques un peu ta chance, mais oui, je dis pas que c'est une majorité de chance, mais je dis qu'elle existe et que ouais, faut savoir saisir ses chances, les provoquer. Donc ouais, ça fait partie du jeu. Et comment tu présentes la boîte aujourd'hui? Je présente la boîte de manière l'école pour celles et ceux qui veulent apprendre un métier d'avenir bien payé et obtenir leur liberté géographique en un temps record.
Liberté géographique, d'ailleurs, pour mettre un petit point dessus, ça veut pas dire digital nomade tout de suite. Ça veut dire la liberté de bosser soit de chez soi, soit dans un bureau, soit de voyager, soit d'être en sac à dos, tu vois, soit de faire un an là. C'est vraiment la liberté pure et dure. Bien payé, c'est un métier qui te permet de vivre décemment sans spécialement penser à tes fins de mois. C'est des métiers qui te plaisent en fait, parce qu'aujourd'hui le vrai problème de l'école, c'est que comme je l'ai dit, c'est trop théorique. Autre point, c'est trop cher en vrai. Je vais pas prendre que l'échelle française parce qu'il y a beaucoup d'aides d'État, etc. Mais je prends l'échelle internationale, c'est très cher l'école. Et le troisième point le plus important, c'est que les garanties de travail sont de moins en moins vraies sur le marché. Parce que le marché du travail change et l'école pas tellement. Même si évidemment il y a eu plein de bonnes évolutions avec l'école, comme je sais pas moi, les universités en France qui proposent des post-bac sans passer par des prépas, ça c'est cool, tu vois. Mais le système éducatif en France reste assez obsolète et pour plein de raisons, et notamment pour ses garanties de travail. Aujourd'hui, tu peux aller, je sais pas moi, dans une super grande école, que ce soit à Londres, à New York, à Paris, des écoles super privilégiées, et derrière, tu peux ressortir avec un job qui ne te plaît pas, tu peux ressortir sans job. Enfin, il y a de tout. Et donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est OK, le marché du travail change. Aujourd'hui, il se dirige vers le numérique. Et donc, on va faire une école qui sera condensée. Les gens ne veulent plus passer 5 ans sur un banc d'école pour apprendre des choses pas tellement actionnables. Ça va être une école qui forme à être opérationnelle en très peu de temps et qui garantit le résultat aux gens. Donc, voilà, ça c'est en 4 mots comment je définis Revoltrain. Et pourquoi on s'appelle Revoltrain, c'est marrant. C'est parce que on entend training, mais on entend aussi train. Et train dans le sens où en fait tu montes dans le train en marche d'un peu cette révolution des métiers digitaux, et surtout on s'est un peu inspiré des bullet train japonais, tu sais, des trains qui vont très vite quoi. Si tu montes dans ton TGV vers ta nouvelle vie pro entre guillemets. Et donc ouais, c'est un peu comme ça que je définirais la boîte aujourd'hui. Comment ça s'est passé le 0 à 1? Le 0 à 1. Le 0 à 1 quoi? 0 à 1 0 à 1 élève par exemple? Ouais. En fait, à la base, on faisait pas tellement ça. On a pivoté plein de fois d'idées, tu vois. Et quand on s'est mis à créer des programmes en ligne, on avait ce prof qui avait des cours sur Udemy, qui est, pour ceux qui connaissent pas, une plateforme où plein de particuliers vendent des cours à des particuliers entre 20 et 100 euros. Même entre 10 et 100 euros. Donc pas très cher. Et c'est des cours de skills, tu vois. Sauf que t'as le mec qui vendait des formations de 150 heures ultra pratiques pour 50 balles. On s'est dit, c'est pas normal. Donc, on a trouvé un de ces gars-là. On s'est associé avec lui. On lui a dit, OK, ta formation, là, tu la vends 100 balles. Non, on va la vendre beaucoup plus cher que ça. Parce que on va rajouter un accompagnement personnalisé pour tes élèves. On va rajouter des exercices que tu vas corriger. On va vraiment emmener les gens vers un objectif particulier et pas juste dépenser leur argent dans la vidéo préenregistrée, comme beaucoup le font sur Internet. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on a créé notre premier programme. Et tout de suite, on a envoyé de la pub sur Insta. Les gens s'inscrivaient pour prendre des appels avec nous. Et avec mon associé, en fait, on appelait les gens, on leur expliquait le programme. On leur disait que, en fait, ils avaient un peu de temps de satisfaire ou rembourser pour juste tester notre offre. Donc, on parlait vraiment aux clients. Et très vite, en fait, ça a plu et les élèves sont arrivés. Et comme ça, on a commencé nos premières promos d'élèves. Ouais, c'est allé assez vite pour le coup. C'était il y a un tout petit peu plus d'un an. Ah ouais, donc ça a été en combien de temps de l'idée en question suite à ces mûrissements et tout jusqu'à cette première collab là, il s'est passé combien de temps? C'est passé 1 mois, je dirais. Même pas, parce que en fait même pas 1 mois en fait, ça a été tout de suite parce que on a commencé complètement autofinancé. Donc là, on vient de lever des fonds, mais on a commencé, on n'avait pas grand-chose, et donc on devait créer en fait des produits qui rapportaient de quoi développer ces produits, mais de zéro. Et donc en fait, on a dû tester plein de choses, mais purement de notre créativité. Et sans vraiment s'investir financièrement parce qu'on le pouvait pas. Et donc c'est comme ça que c'est allé vite, mais ce qui est surtout allé vite, c'est qu'on a commencé donc il y a un peu moins d'1 an et que là on est déjà à plus de 1800 élèves inscrits depuis le début. On a fait beaucoup de promos et en fait on est content parce que ça va vite et tu changes réellement la vie des gens quoi. Ça c'est la partie vraiment cool. Mais ça c'est un truc marrant, tu as fait référence plusieurs fois, c'est la notion de satisfaire ou rembourser, ouais. La notion de garantie de résultat. C'est un truc en France sur lequel les gens sont très frileux. T'as énormément d'entrepreneurs qui ne veulent surtout pas aller sur la garantie de résultat. Là, c'est logique. C'est complètement logique, mais ça a été quoi votre cheminement de pensée par rapport à ça? Et comment est-ce que tu t'es dit, OK, parce que forcément ça va te pair avec du dérisque, parce que si je retrouve à devoir rembourser la moitié des gens parce que je délivre pas, c'est problématique, mais comment tu t'es garanti évidemment que c'est livré à 95%?
Bah, c'est des risques, c'est des gros risques même. Parce que pour nous, c'était pas tellement des risques parce que on a commencé la boîte avec rien. Donc, au pire, si on perdait rien. En termes de matériel, hein. On perdait peut-être quelque chose qui pouvait marcher, mais en termes de matériel, on perdait rien. Quand tu scales, après, tu peux perdre de l'argent. Mais ce que je voulais dire, c'est surtout pourquoi on l'a fait comme ça. C'est qu'on s'est dit, OK, aujourd'hui, en France, il y a une particularité. C'est que l'État aide énormément, financièrement, les gens sur la formation. Avec les CPF, les Pôle emploi, les Calliope, tu vois, les OPCO qui sont des financements par l'État aux entreprises pour leur talent. L'État aide de plein de manières. Et nous, on s'est dit, OK, il y a eu énormément d'arnaques avec ça. Je sais pas si t'es au courant, mais les CPF, il y a eu énormément d'arnaques. Même que Macron, le président de la République, a posté une photo sur Instagram d'un screenshot d'un message, votre solde de CPF est à jour, en disant ne répondez plus à ces messages, machin. Il y a eu vraiment beaucoup trop d'arnaques. Et ça crée quand même une anomalie marché. C'est une bonne chose que l'État puisse aider les gens dans le besoin et n'importe qui d'ailleurs à s'investir dans leur éducation. Mais d'un autre côté, ça fait que c'est un petit peu de l'argent gratuit pour les gens. Ce qui fait que les gens n'étaient pas investis à 100% dans leur éducation quand ils prenaient une formation, par exemple, avec des CPF. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est OK. Si on veut construire une boîte long terme, il nous faut un produit qui tue. Il nous faut un produit qui change réellement la vie des gens. Et pour ça, on est au début. Pensons probablement à l'argent plus tard. Aujourd'hui, pensons à comment créer le meilleur produit possible pour créer justement une boîte long-termiste. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, OK, bah, mettons un satisfait remboursé. Si les gens demandent des remboursements, bah, on va se dire que c'est simplement de notre faute et on va changer notre produit pour que les gens arrêtent d'en demander. Et derrière, mettons une garantie de résultat parce que c'est ce contre quoi on lutte, entre guillemets. Qu'aujourd'hui, l'école, bah, t'as des écoles, même en France, qui coûtent 15 000 € l'année et qui te garantissent que dalle. Donc, on s'est dit, c'est pas normal. Faisons un produit qui plaît aux gens. Et si on arrive à faire investir les Français de leur poche, alors qu'ils ont l'habitude d'investir via l'État, c'est qu'on a des bons produits. Si en plus, ils ne demandent pas de remboursement, c'est qu'on a des très bons produits. Et si on arrive à leur garantir le job derrière, c'est qu'on a des produits excellents. Et donc, c'est comme ça qu'on a pris la décision. Et puis, avec le temps, elle s'est peaufinée dans pas mal de directions. Et surtout, c'est dans la façon dont on choisit les métiers qu'on enseigne. On ne choisit que des métiers qui demandent très peu de compétences cognitives ou pas du tout. Donc, des métiers qui sont du hard skill pur et dur, qui sont vraiment actionnables. Alors, bah, typiquement, je prends le montage vidéo, qui est le métier qui me vient le premier en tête. Aujourd'hui, dans le montage vidéo, par exemple, t'as des missions à tous les niveaux, à tous les étages. Pourquoi? Parce que t'as de tous les niveaux de monteur. T'as pas besoin d'être foncièrement malin pour devenir monteur. Et donc, typiquement, tu peux être le monteur qui monte des TikTok à 50 balles ou le monteur qui monte des clips de Booba à 30 000 €, tu vois. Et comme t'as de la mission à tous les étages et que, bah, typiquement dans le montage, la vidéo prend de plus en plus de place sur Internet, bah, tu sais que tu vas pouvoir faire en sorte que les gens trouvent des missions ou du travail à n'importe quel niveau. Parce qu'il y a des besoins, en fait, à tous les étages. Alors que, typiquement, je prends un métier beaucoup plus technique comme les métiers de la cybersécurité. Personne n'a envie d'un débutant dans la cyber. Aucune boîte qui recrute des gens dans la cyber n'a envie d'un débutant. Et donc, c'est des métiers où il faut être dans les meilleurs, il faut être très malin pour y arriver parce que c'est très technique, ça demande une motivation particulière, c'est très long à apprendre. On s'est dit, ça va pas être notre spot de métier, on va vraiment choisir les métiers qui plaisent aux gens, qui sont actionnables rapidement, qui sont plus passionnants, qui sont dans des industries qui sont complètement en vogue. Et puis, bon, si l'industrie, elle est plus en vogue d'ici 2 ans, c'est pas grave, on change de métier, on va reconvertir les gens. Parce que les gens qui viennent chez nous, c'est pour 2 choses, de la reconversion pro et des gens qui veulent un complément de revenu, si tu veux, un travail d'à côté en freelance, quoi. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a réfléchi, entre guillemets. Et t'as 2 niveaux. Est-ce que t'as un modèle un peu marketplace? T'as d'un côté les trainers et de l'autre, t'as les clients? En fait, si tu veux, j'ai 2 clients, entre guillemets. Mais c'est plutôt mes collaborateurs, les trainers. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller chercher des profs qui sont des freelances, qui sont les meilleurs dans leur sujet, qui sont passionnés par leur sujet et qui ont toujours eu envie d'enseigner, en fait, leur pratique, mais sans gérer toute la partie relou d'une école qui est de trouver des élèves, l'admin, la compta, la vente, le building. Donc, pour nous, c'est pas un building, c'est une tech, mais tu vois, la logistique. Et donc, c'est dit pour tous ces gens, pour leur permettre de simplement enseigner, on collabore avec eux, ils deviennent les profs de nos écoles. Il y a un prof principal par programme. Derrière, il se fait aider par des profs helpers, qui sont souvent des élèves qui sortent de nos programmes, qui ont tellement kiffé, en fait, dans la communauté que ils montent en tant que mentors. Et puis, on crée comme ça des équipes tutrices à tous les programmes. Et ce qui est cool, c'est que nous, on arrive à créer plusieurs programmes tout en étant ultra spécialisés. Parce que nos profs sont des praticiens qui sont toujours sur le terrain. On leur demande exprès d'être à mi ou 2 tiers-temps pour qu'ils puissent continuer à avoir les meilleures pratiques et les pratiques les plus à jour de leur métier. Et par exemple, typiquement,
on a un programme de copywriting. Bah, on voit qu'avec ChatGPT, évidemment, l'industrie de l'écriture web va changer. Et ben nous, on peut adapter nos programmes, tu vois. Là où un HEC, un FCP, je sais pas, les écoles traditionnelles, c'est des gros paquebots, ça met beaucoup de temps pour changer un programme, l'adapter. Il faut passer par 14 conseils d'administration, 12 profs, vérifier chaque virgule de chaque texte écrit, etc. Nous, on va quand même plus vite sur l'adaptation aux tendances, pour que en fait n'importe qui se forme puisse vraiment sortir à jour sur le marché, quoi. Et j'ai le sentiment, parce que tu parles vite. Ah, je suis désolé. Non, mais c'est absolument pas. Moi, j'adore les gens qui parlent vite. Au moins on perd pas de temps, mais je crois que je parle plutôt vite aussi, donc c'est plutôt cool. Les gens, WhatsApp, il y aura pas besoin d'école. Les WhatsApp audio en 1.5 fois, c'est cool. Et j'ai ce sentiment de vitesse quand on déjà vocalement, mais genre j'imagine que bosser au sein de ta team, ça doit aller très très vite, etc. Et en plus de ça, tu m'as parlé de ce 1 mois entre l'idée et ton premier client, en tout cas enfin, ton 0 à 1, ce qui est très véloce. Ouais, on allait assez vite et l'équipe va super vite. Quand on recrute, on prend des gens qui sont passionnés, qui veulent vite construire avec nous. Notre particularité, c'est quand même qu'on arrive à sortir des programmes assez rapidement, qu'on forme les élèves rapidement. En fait, tout se fait rapidement. C'est pour ça qu'on s'appelle Revolt Train d'ailleurs. C'est que le côté train, ça donne cette image du rapide. Et ouais, ça nous correspond bien, c'est notre culture. Et on va surtout essayer de pas la perdre, parce que c'est ce qui fait ce qu'on fait aujourd'hui et qu'on a des programmes qui sont cool. Il y aurait pas mais il y aurait pas une méthode derrière, genre comment est-ce que t'as fait pour aujourd'hui systématiser cette vitesse d'exécution à l'échelle d'une boîte? Déjà, on n'est pas beaucoup, on sera jamais beaucoup. Ok. C'est-à-dire combien? Vous êtes combien aujourd'hui? Bah, tu vois, on va être un peu moins de 30 si on a tous les gens qui bossent autour des programmes avec nous, mais dans l'équipe core, tu vois, l'équipe qui bosse vraiment sur le tronc commun du projet, on va être un peu moins de 10, tu vois. Donc et ça bougera pas tellement, on a chacun nos sujets et voilà, donc ouais, on va vite parce qu'en fait ça suit sur tout ce qu'on vend et puis dans nos méthodes depuis le début, ouais, on essaye d'aller assez vite. Surtout que en fait au début, surtout quand t'es autofinancé, t'as pas tellement de temps de prendre la tête sur tu tries si tu veux ton travail. Tu vas pas faire des choses qui ne te servent pas au moment T, etc. Donc ouais, t'essayes d'aller assez vite. Mais c'est surtout que je parle vite en fait. Non mais en fait il y a c'est pas quelque chose d'universel, hein. Parce que la majorité des entrepreneurs vont avoir tendance à se prendre la tête, mais comme pas possible. On se prend la tête, mais d'une autre manière. Ouais, mais toujours axé, toujours dans le biais de l'exécution et vous êtes pas là en train de couper les cheveux en 4. C'est un mal très franco-français. Et on en parlait tout à l'heure avec l'invité de ce matin. Tu sais la différence. En plus, t'as grandi à New York. Différentiel en US France où les US vont avoir une approche beaucoup plus entrepreneuriale, là où en France on a une approche beaucoup plus design, ingénieriale. Ouais. Et en fait, ça change énormément de choses dans le processus intellectuel, ta façon d'appréhender les choses et ta façon d'envisager des solutions versus envisager des problèmes, quoi. Et je pense c'est aussi la façon dont tu te formes. Et on va encore parler de formation, mais la raison pour laquelle on fait ce métier-là aussi, c'est que je pense que la formation, l'éducation, c'est la base de tout, et que toute la façon dont tu réfléchis et tu agis au quotidien vient de ça, ton éducation, et elle peut commencer de tes parents d'ailleurs. Mais quand tu parles des US vs la France, c'est intéressant parce que en France, tu vois, à l'école, on t'apprend à faire des super longues rédactions, des oraux super longs. On t'apprend vraiment à rentrer en profondeur dans les sujets, à être des bons consultants, si tu veux. Là où, ouais, aux US, on félicite un mec qui a planté une boîte. Là où en France, on le craint. Mais aux US, tu vois, littéralement, t'as planté une boîte, bon bah top. T'as eu le courage de te lancer, t'as appris des choses rapidement. C'est concret. Quand tu perds, tu perds. Quand tu gagnes, tu gagnes. Là-bas, ça va plus vite, ouais. Et ça commence dans l'éducation. Aux US, même je crois que c'est Maxime qui en parlait dans un podcast, je sais plus lequel, que aux US, et je l'ai vécu ça quand j'étais tout petit, parce que je suis parti de là-bas, j'avais 4 ans, mais et je me rappelle, t'arrives en cours à la maternelle, peu importe, le lundi matin, on te demande de raconter ton week-end en 1 minute. Faire un espèce d'elevator pitch de ton week-end. En France, c'est pas ça. T'arrives, c'est dictée surprise, vous avez 15 jours pour finir. Enfin, tu vois, j'abuse évidemment, mais
il y a une vraie différence d'éducation. Et puis même dans la culture. C'est pas pour rien que le McDo a été inventé aux US, tu vois. Le McDo à la base, même si ça l'est encore aujourd'hui, mais à la base, c'est littéralement, tu commandes ton burger et 15 secondes après, ton burger est dans tes mains. Et tu vois, c'est une culture très américaine d'aller vite. Et pourtant, mes associés, mon équipe, pas du tout américaine, tu vois. À part nos profs des US, mais notre équipe vient même de la campagne française pour la plupart. Et on a quand même cette culture. C'est aussi, tu vois, c'est une question de comment tu grandis aussi. Est-ce que toi, t'as envie dans ta vie de faire bouger les choses rapidement? Est-ce que quand t'es passionné par quelque chose, t'as envie que cette chose-là évolue rapidement? Est-ce que toi, t'as envie d'évoluer rapidement à titre perso ou pas? Tu vois, c'est. Et puis nous, on s'est formé auprès des Américains aussi. Moi, par exemple, comme j'ai drop out de l'école, là, je me suis pas mal formé auprès des Américains. J'écoute des podcasts tout le temps. Je lis pas mal de bouquins américains. Je me suis pris des formations en ligne. Tu vois, je crois en ce qu'on vend littéralement, hein, mais et les Américains, ouais, rien quand ils parlent beaucoup plus vite que nous déjà. Et donc ça rentre dans la tête. Enfin ouais, cette notion de vélocité, elle est très profonde. On pourrait parler 2 heures de ça, mais ouais, c'est vrai que c'est important. T'écoutes qui en ce moment? Alors en ce moment, on écoute pas mal et je fais un big up à mon associé Ben qui en parle tout le temps. Tous les gros infopreneurs américains qui ont monté des énormes boîtes, Russell Brunson, Sam Ovens, Alex Hormozy, Iman Gadzhi, tous ces gens, tu vois, qui sont le vrai infopreneuriat, mais on peut pas leur enlever qu'ils sont super forts. En fait, ils arrivent à construire des business très rapidement qui génèrent très vite beaucoup d'argent, qui en même temps ont des produits qui marchent bien, des super NPS. Donc on écoute leurs podcasts à longueur de journée. J'écoute beaucoup aussi. J'écoute énormément en ce moment. En fait, j'en écoute vraiment plein des différents. Moi, je regarde beaucoup je regarde beaucoup de vidéos YouTube de parties d'échecs. Et je suis assez passionné de l'échec en blitz, ça s'appelle. C'est l'échec rapide. Donc c'est 5, 3 minutes et boulette, c'est 1 minute. Je regarde des parties d'échecs de 1 minute pendant que j'écoute des podcasts. Je fais un peu les deux. Et en fait, on apprend à réagir rapidement sur plein de choses. Et puis les podcasts, ouais, c'est beaucoup les infopreneurs américains, mais pour essayer de penser à d'autres gens, j'écoute pas mal. En France, j'écoute Génération Do It Yourself. J'aime beaucoup les conseils qui en sortent. Et comment il s'appelle, Joe Rogan, que j'écoute énormément aussi. Et puis j'écoute des TED tout le temps. Alors je sais pas si t'as entendu, je sais pas si t'as écouté les 2 derniers TED. J'ai oublié son prénom, mais il s'appelle Khan, le mec qui a monté la Khan Academy, qui est une plateforme en ligne pour aller à côté de l'école, du collège au lycée, à l'université, pour s'entraîner quoi en gros. Et il a fait un TED assez génial que je t'enverrai de 16 minutes sur l'IA et l'éducation. À quel point les gens pensent que l'IA va détruire l'éducation et à quel point lui il pense que l'IA est un truc génial pour l'éducation, dans le sens où aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, n'importe qui dans le monde, peu importe ta situation, a accès dès le plus jeune âge à un tuteur personnel qui est plus intelligent que n'importe quel tuteur qu'on peut payer je ne sais combien. Parce qu'aujourd'hui, ChatGPT est un peu plus intelligent que nous, hein, même beaucoup plus si on va pas se mentir. Et d'avoir cet accès à un tuteur personnel, à un pool d'informations gigantesque, c'est assez ouf pour l'éducation. Même nous, on le voit dans ce qu'on fait, tu vois, il nous aide à construire des programmes, je le dis honnêtement, il nous aide à construire des programmes, il nous aide à être aux méthodes les plus à jour, etc. Et c'est pas mal. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et puis, il y a un deuxième TED qui est assez ouf, qui est d'un gars qui me passionne, mais comme pas possible, qui s'appelle Imran Chaudhry. Tu vois qui c'est? C'est un des designers d'Apple, avec Johnny Ive et toute l'équipe, qui ont designé, mais en fait, tout ce qu'on tient dans nos mains actuellement, nos iPhones, nos Apple Watch, le Mac, machin. Et ils sont en train de monter une boîte qui s'appelle Humane, qui crée une IA générative, enfin bref, truc génial. Et eux, pareil, ils font des TED. Moi, la deep tech, ça me rend assez dingue. Donc ouais, j'écoute pas mal de TED, de gens de la deep tech. Ça me fait rire. Ouais. Alors, t'es en mode très niché, quoi. C'est-à-dire blitz aux échecs, en écoutant des TED sur la deep tech. J'ai mes petites lubies un peu cheloues, tu vois, mais les parties d'échecs d'une semaine, ça me rend ouf. J'aime pas ça. Les TED sur, je sais pas moi, les concours de start-up, par exemple, c'est des trucs pas forcément cool. Non, j'aime bien les gens qui vont au concret, qui apportent qui m'impressionnent, en fait. Déjà, les mecs qui arrivent à faire des parties d'échecs de ouf en 1 minute, ça m'impressionne. Les mecs qui arrivent à sortir des produits deep tech qui changent littéralement la vie des gens, ça m'impressionne. Tu vois, ouais, je vais vers ce qui m'impressionne. Et puis derrière, dans le travail, on écoute beaucoup les infopreneurs américains, et je le dis parce que eux nous apportent des conseils très pertinents dans ce qu'on fait. Donc
J'ai retrouvé dans un rabbit hole sur YouTube à Théma des vidéos de Magnus Carlsen qui termine des gens, tu sais, bourrés. C'est le seul mec qui a terminé l'ordinateur aux échecs, mec. Ouais, c'est et qui a terminé Bill Gates en 12 secondes. Non, mais laisse tomber. En live, en commentant ce qu'il est en train de faire en live. C'est et qui termine des gens déchirés sur Twitch avec ses potes, en train de parler avec ses potes en le fond. Ça me fait marrer. C'est un niveau d'excellence qui est juste confondant, quoi. C'est assez ouf. Ouais, ça me fait marrer, c'est un jeu que j'aime bien. Et t'y joues? Ouais. Pas beaucoup, mais je joue quand je suis avec des gens qui jouent et parfois avant de dormir et tout, je me fais des petites parties sur chess.com, ouais. Ok, d'accord. Et je sens qu'il y a une dimension très politique en fait, limite, dans ta démarche avec Revolt Train. Alors moi et mes associés et toute l'équipe d'ailleurs, on est très détachés de la politique. Pas politique politicienne, ni politique dans le sens la cité en fait. C'est-à-dire que vous avez envie d'avoir un impact vraiment. Ah ouais, social, ouais. Social, carrément. Social. Politique dans ce sens-là, tu vois. Alors là, à fond. En fait, tout simplement parce que nous, tu vois, moi, j'ai commencé, j'avais 18 piges. Les gens me disaient, qu'est-ce que tu fous, va à l'école, tu vas foirer, machin. Mes parents, c'était un peu pareil. Ils avaient peur, je pense, donc ils me prenaient un peu pour un guignol, tu vois. Et quand les premiers élèves qu'on a formés nous envoyaient des messages en nous disant, les gars, je passais, je sais pas moi, de caissier à développeur web, merci d'avoir changé ma vie, même si c'était pas moi directement, parce que je ne suis pas le prof, ça m'a fait un vrai coup de... En fait, peut-être que c'est la première fois que j'ai créé quelque chose qui change la vie des gens, qui marche profondément, ou qui moi-même m'impressionne, tu vois. Et ou du moins, j'ai contribué à la création de cette chose. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, ouais, ça a un impact sociétal, et en fait, je pense que toute start-up réussie, entre guillemets, aura un moment un impact politique dans le sens où tu le dis, que ça soit sociétal ou même économique. Nous, c'est sociétal dans le sens où, en fait, tu réponds à un problème majeur d'une industrie majeure. Donc ouais, forcément, ça devient sociétal, mais surtout la façon dont tu changes la vie des gens, tu essaies de garantir le travail aux gens. En fait, tu contribues grandement à l'avenir des gens avec qui tu interagis, quoi. Donc ouais, pour le coup, on a un impact sociétal. J'ai le sentiment, on en parlait la dernière fois au téléphone, quand la première fois qu'on s'est eu, j'ai senti qu'il y avait t'avais une vraie cause limite personnelle, en fait, par rapport à ça, par rapport au système éducatif. Ouais. Tu avais parlé d'ascenseur social aussi. Ouais, bah oui, évidemment. Évidemment, même si c'est pas vrai, à 100%, l'ascenseur social en France aujourd'hui n'existe plus tellement, ou du moins la vision que les gens ont de l'ascenseur social depuis des années n'est plus du tout la même. Aujourd'hui, en fait, si tu veux, l'ascenseur social, depuis des années, c'est HEC, c'est l'ESSEC. Pour des gens, tu vois, c'est de faire des grandes écoles de commerce et rentrer dans la classe élitiste. Mais en fait, aujourd'hui, si tu veux aller à HEC, si tu veux aller à l'ESSEC, il faut d'abord avoir grandi dans un milieu élitiste. Donc ça existe plus tellement. Et nous, on voulait offrir un ascenseur social plus efficace, plus rapide et mieux orienté pour les gens qui le veulent réellement, qui en ont besoin réellement et qui partent de positions pas faciles. Tu vois, j'en parlais avec mes associés. Tu grandis dans une campagne, dans un village de moins de 10 000 habitants, pas évident c'est pas aussi évident de rentrer dans le monde du travail plus élitiste que quand tu grandis à Paris ou en banlieue parisienne. T'as pas accès aux mêmes choses. Et Internet le permet pour le coup depuis que ça existe. Ce qui est génial avec Internet, c'est que nous aujourd'hui, par exemple, on est une boîte remote. Tous les gens qui bossent avec nous et pour nous sont en télétravail. Bon, ceux qui veulent, ils sont dans un cowork. Ceux qui veulent être de chez eux, ils sont chez eux. On laisse la liberté, mais on rencontre des gens sur Internet. On crée des relations avec des gens sur Internet. Nos écoles sont sur Internet. Notre équipe est sur Internet. Tout est sur Internet. Et l'ascenseur social, je pense, est très très lié avec l'évolution d'Internet. Et donc, ouais, t'as ce côté de l'ascenseur social qui nous affecte beaucoup. Et puis moi, surtout, tu vois, j'ai grandi dans un bon milieu, à Paris, dans une école de commerce, justement, j'ai arrêté, mais parce que le système éducatif me plaisait pas dans le sens où, vous pouvez pas me dire que tu vas travailler dans un secteur qui te plaît, avoir un métier qui te plaît, si la façon dont on te l'apprend, ça te plaît pas. Et quand j'arrive et que, justement, je vois que j'ai que 2 heures de cours par jour et que, à 18 ans, je suis en pleine forme et que, on me demande de travailler que 2 heures par jour, déjà, je trouve que c'est une connerie. Et deux, j'ai une relation particulière avec le temps. Et je voulais pas perdre de temps. Je voulais pas perdre 4 ans. Même si ça allait être des bonnes années, tu vois, des années d'études, des années de fêtes, des années de potes et tout. Bah, j'ai tout le temps pour faire la fête et prendre ma retraite et ce que tu veux, tu vois. Donc, non, j'ai voulu vite actionner
Et ouais, donc t'as cette notion d'ascenseur social, t'as cette notion de système éducatif tout court, donc la façon dont t'apprends, le produit éducatif en soi, et puis cette notion aussi de bouleverser un marché, une industrie qui est là depuis toujours et qui n'a pas tellement bougé. Si tu regardes mon téléphone aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le premier téléphone. Tu prends ce micro avec le premier micro, ça n'a rien à voir. Et tu prends la classe, la salle de classe actuelle, n'a pas changé par rapport à la première. Et ça, c'est ce que je viens de te dire, c'est appris d'un discours d'un gars qui a fait un procès aux États-Unis contre le système éducatif américain. Il a littéralement attaqué l'État contre son système éducatif et il a fait tout ce speech en disant que c'est pas normal. Et ça, c'est un des trucs qui m'a donné envie aussi de monter cette boîte, qui m'a motivé. Je t'enverrai aussi, il faut que je retrouve. La vidéo est ouf. Je sais plus qui me l'avait envoyé. Mais ouais, tu vois, donc t'as tous ces sujets qui nous donnent envie de changer les choses d'une manière sociétale, que ce soit pour l'ascenseur social, soit même pour une manière économique, tu vois, et purement le système éducatif. Donc ouais, c'est des trucs qui m'affectent. Je pense que je me suis égaré dans tous les sens dans ce que j'ai raconté, mais c'est des trucs qui m'affectent. T'as répondu de façon plutôt claire à la question, en tout cas. Donc moi, ce que ça me fait me dire, c'est que on comprend un petit peu, parce que vous avez un branding qui est quand même vachement lisible, vachement fort. Ouais. Vous avez vraiment bossé dessus et ça te dit qu'on parle un petit peu du cheminement de pensée, ouais, qui selon toi, c'est-à-dire comment est-ce que vous avez pensé votre branding? Si on devait faire un peu un blueprint branding, tu vois. Maxime Blondel déjà. Ouais, une Maxime grosse aide. Lui, c'est son dada. C'est son dada grave, c'est sa passion, c'est vraiment sa tasse de thé, le branding. Donc ouais, on a changé de marque et avant notre marque c'était plutôt une île un peu magique. C'était marrant, mais là tu vois, on est en train de passer à un autre niveau. Notre école commence à être plus grosse, plus crédible, on a de plus en plus d'élèves, on commence à avoir des boîtes partenaires qui sponsorisent nos événements, nos newsletters, nos interventions au sein des programmes. Et donc tu vois, on voulait une marque plus solide avec une brand plus en place. Et Revolt Train, comment on l'a réfléchi? La révolte, le train pour la vitesse, train pour le training, ça s'appelle même la Revolt Train Academy, l'école. Academy, bon, je te laisse comprendre pourquoi, pour imposer aux gens le fait que c'est une école, surtout quand tu te marques comme un train. Et puis derrière, les couleurs un peu flashy, tu vois, parce que c'est la vitesse, c'est l'avenir, ce que tu veux. Et puis surtout, on se brand comme la révolution des métiers digitaux. Et la révolte, quoi, c'est surtout ça. On a voulu créer une marque forte autour de la révolte. Et c'est ce qui plaît aux gens depuis le début, tu vois. C'est arriver dans une école qui ne ressemble à aucune école qu'on a jamais vue. Donc ouais, c'était un peu le sujet. Et comment créer une bonne marque, si tu veux, le blueprint pour moi, c'est avant de penser visuel, police, couleur, ce que tu veux, tu penses qui est ton ennemi. Bah ok, moi mon ennemi c'est l'école traditionnelle. Et quand t'as un ennemi et que toute ta boîte se pose sur un ennemi, bon bah je dirais que nous on a pensé à la révolte par exemple. D'ailleurs notre ennemi aussi c'est l'apprentissage en 5-6 ans. Donc la vitesse. Et donc derrière, comment t'images la vitesse? Bon, nous, ça a été un train. Bon, anyways, donc t'as ton ennemi, t'as ce sur quoi tu vas appuyer le plus. Puis derrière, t'as aussi ton industrie. Tu vas pas mettre les mêmes marques dans une même industrie. Et puis typiquement, si t'as envie de bouleverser drastiquement une industrie, bah tu vas aller créer une marque bouleversante. Donc typiquement, je sais pas moi, quand Uber est arrivé sur le marché, Uber c'est le nom d'un ami, tu vois. C'est le poteau Uber. Je vais prendre un Uber, ça va vite, c'est un ami, j'en sais rien. Je trouve qu'ils ont une bonne marque, pas que parce que ça marche, mais parce que c'est puissant dans le côté, on va vulgariser l'industrie des transports qui est chiante à mourir et existe depuis la nuit des temps pour que ton transport soit ton ami qui vienne te chercher ultra rapidement et qui t'amène ultra rapidement là où tu veux dans les bonnes conditions. Fine, tu vois, c'est fort. Et puis derrière, au début, quand tu montes une startup, je pense qu'il faut une marque ultra forte et que c'est même bon signe si les gens n'aiment pas ta marque. Il faut juste que la marque fasse réagir les gens. Puis derrière, quand tu deviens une boîte plus stable, quand tu veux imposer une vision, etc., là, faut que tu aies une marque plus forte, plus posée, plus claire et surtout une marque qui rassure les gens, tu vois. Un truc crédible. Et donc, voilà, je pense qu'il y a 1000 manières de monter des marques. Ça dépend de ton industrie, ça dépend de où t'en es dans ta boîte, ça dépend de qui tu es. Une marque doit ressembler à l'équipe qui la fonde. Et donc, tu vois, toi, typiquement, ta marque, c'est Scalesia. Bah, tu comprends en un mot ce que tu fais. Tu scales les gens, tu scales les boîtes, j'en sais rien ce que tu scales, mais tu scales, tu vois ce que je veux dire. Et donc, ça fait que c'est une bonne marque directement. Et après, il y a des gens qui vont pas aimer, ils vont te dire, c'est trop simple de s'appeler Scalesia, par exemple. Toi, tu pourras leur répondre, ouais, mais au moins, ça convertit, tu vois. Puis derrière, t'en as d'autres qui vont te dire,
J'adore. Enfin, et puis peu importe, une marque, tu demandes pas l'avis aux gens, je pense que tu l'imposes. Et donc voilà. Mais je pense pas qu'il y a un framework particulier. Au pire, t'en parleras à Maxime Londel, lui, il a ses frameworks. Mais moi, je pense qu'il y a 1000 manières de créer des marques. C'est marrant parce que tu me parles de Scalesia parce qu'il y a différents niveaux de lecture et de profondeur au nom. T'as Scalesia, t'as le fait que tu passes de A à Z dans le terme, de Z à A, donc t'as l'idée de reverse engineering aussi la croissance. En fait, la Scalesia à la base, c'est une plante endémique des Galapagos qui monte super haut, qui monte bien plus haut que la canopée. Ok. Donc t'as cette idée-là aussi de croissance et tu l'as bien réfléchi. Ouais, de ouf. T'as cette idée et donc t'as cette idée-là d'unicité aussi parce que c'est une plante endémique que tu retrouves nulle part ailleurs. Cette idée de différenciation qui est super importante pour nous. Ton logo aussi, non? Ouais, et puis ça crée toute l'imagerie derrière, ça file la métaphore avec toute la métaphore filée, l'imagerie de la petite pousse qui devient arbre et tout. Et je suis complètement d'accord avec toi aussi qu'une marque, c'est quelque chose qui s'impose. Ouais. Parce que t'as un impact mémoriel quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que au début, de toute façon, les gens face à la nouveauté vont toujours être réticents. C'est-à-dire surtout quand t'as ce syndrome du c'était mieux avant, tu vois. Ouais, complètement. Puis forcément, quand t'arrives avec quelque chose d'ambitieux, etc., d'un peu challengeant, les gens vont être un petit peu. Et puis derrière, ils vont être contents une fois que ça marche, quoi. Au bout d'un an, de toute façon, ils auront complètement oublié. Mais une marque que j'y pensais pour finir aussi, c'est important d'avoir un bon nom de domaine sur Internet. C'est super important, je trouve. .com, tu vois. Déjà, ça te crédibilise direct. .com, un .co, c'est bien. .fr, c'est pas mal. Mais les .net, les .org, Foveski et tout, tu vois, ce truc-là. Puis derrière, c'est super important d'avoir une marque qui est mémorisable. Si demain, je m'appelle, j'en sais rien, moi... sonoriquement parlant, quoi. Ouais, et puis, faut pas que ça soit trop long, tu vois. Le crayon, s'il s'appelait le média du digital des entrepreneurs de demain, ma personne s'en souviendrait. Tu vois, le crayon, et c'est imagé, ça se mémorise. Tu vois, c'est comme ça. Revolt Train, bon, c'est un peu complexe, mais ça se mémorise d'une certaine manière. T'entends la révolte, t'entends un train, je sais pas, ça va vite, quoi. Et puis t'en as plein des bonnes marques. Nike, par exemple, quelle marque de ouf. Just do it. Simple, efficace. Un swoosh, genre logo, c'est juste la vitesse, mais en même temps, je sais pas. Mais t'en as plein des marques qui sont ouf. Seloger.com. C'est pas compliqué, hein. C'est comme venteprivée.com. C'est des marques, pour le coup, c'est pas brandé. C'est juste, ok. Notre but, c'est de vous loger. Seloger.com. T'as une superposition complète entre ta brand, ton positionnement et ta proposition de valeur. Là, c'est impeccable. Ouais, sauf que ça marche pas toujours, et c'est pas toujours des marques fortes, tu vois. C'est dur de créer une marque forte avec seloger.com. C'est quoi les composantes pour toi d'une marque, genre d'une brand forte? Quel point les gens la retiennent, donc qu'ils l'aiment ou qu'ils l'aiment pas. Quel point les gens la retiennent, à quel point elle aide dans ton processus de conversion. Donc, si t'as besoin de crédibilité, à quel point elle est crédible. Si t'as besoin de fou, à quel point elle est folle. Tu vois, Yubo, par exemple, qui s'appelait Yellow avant, l'app de rencontre pour potes. Ils ont un site web de dingue, qui est complètement fou. Super pop, super flashy. C'est eux qui ont un peu commencé cette ère du pop. Bah, ça pète, tu vois. C'est une marque forte parce que ça correspond à leur audience. Leur audience, elle est pop. Donc, faut correspondre à ton marché. Tu vois, t'as une brand market fit pour pas trop faire le... Non, c'est connard ce que je viens de dire, mais bon. Disons prise de conscience tout de suite. Ouais, mais bon, ça sonne bien, donc vas-y. Une brand market fit, donc tu vois, faut que t'aies une marque qui colle à ton audience. Et puis, une marque forte, tu veux, ça veut rien dire, ça veut tout rien dire parce que t'as des marques qui sont pas fortes au début et qui deviennent fortes avec le temps, donc. Et ouais, une marque que t'arrives à imposer sur le temps, surtout. C'est ça, c'est, de toute façon, une brand, c'est, tu sais, je sais pas si t'as vu cette étude qui est sortie, qui comparait l'impact de ce qu'on appelle la sales activation, donc c'est ta prospection, etc., ta distribution active versus ta brand. Et en fait, t'as une relation input-output au niveau de la sales activation, c'est-à-dire que tu retrouves pas avec la brand. C'est-à-dire que sales activation, tu peux dégainer très vite, mais quand t'arrêtes d'investir dedans, t'as plus aucun output, t'as plus aucun résultat. Versus la brand où ça compound en une exponentielle qui est juste incroyable et qui au bout d'un moment vient complètement dépasser, voire doubler l'output de ta sales activation. Et en fait, la brand, ça prend du temps parce que déjà, t'as un impact mémoriel et parce que c'est très connecté aussi à ta réputation. À un moment donné, est-ce que t'as pas un décalage entre ce que tu promets, entre ce que tu vends, ce que tu déclares et la réalité de ce que tu vas délivrer, de ce que tu vas incarner, etc. Et en fait, ça, c'est des choses que tu ne peux que valider et confirmer dans le temps, en fait. Donc forcément, ça prend du time et pour ça que faut être patient. Quand tu montes un business, quand tu commences tout juste, t'as
t'as intérêt à créer une bonne marque, mais à pas te focaliser que là-dessus. T'as plutôt intérêt d'abord à te créer une bonne réputation, un bon produit, quelque chose qui plaît. Puis derrière, c'est facile de coller n'importe quel genre de marque avec un produit qui est bien, qui a un bon NPS, qui plaît et qui délivre réellement, plutôt que l'inverse, tu vois. C'est plus dur de créer un super produit une fois que t'as une super bonne marque, parce que t'as plus de pression. Et puis t'as plus de chances que du coup ton produit foire ou que ta marque foire, qu'un des foire. Alors que de commencer, je pense, par des bonnes fondations, que ce soit niveau produit, niveau modèle économique, peu importe. Derrière, tu peux créer une bonne marque et t'as beaucoup plus de chances d'y arriver. Parce que ta marque, c'est aussi toi. C'est au-delà du nom, de ton logo, de ton imaginaire, etc. C'est aussi ce que les gens se souviennent de ta boîte. Donc, bon, bah, s'ils se souviennent que les Jeunes Branches, c'est un podcast qui sont kiffés parce qu'ils ont appris ça, bah, tu peux l'appeler la vieille plume et tu vois, ça va rien changer. Enfin, ça va rien changer. Évidemment que ça va un peu changer, mais les gens auront quand même ta bonne image. Et comment tu fais pour créer un super projet? T'as parlé de NPS, honnêtement, c'est une technique que j'invente pas du tout, qui est simple qu'elle soit. Tu sondes ton marché continuellement. Tout le temps. Tu poses des questions à tes clients, tu te demandes des feedbacks. Et limite, quitte, tu vois, moi, ce que j'ai fait, par exemple, j'ai offert un de nos cours à mon petit frère. Je lui ai dit, OK, je peux juste regarder et tu me fais ton feedback à la fin. Bon, bah, je l'ai offert il y a 1 mois et demi et maintenant il est monteur vidéo. Il a ce premier client, il a surkiffé. Les profs m'ont dit qu'il a surkiffé. Lui m'a dit qu'il a surkiffé. Il nous a fait des témoignages, il m'a rien demandé. Et tu vois, je l'ai sondé. Et sauf que après lui, c'est un peu biaisé parce que c'est mon petit frère et je lui ai offert. Mais tous nos premiers clients, on les appelait au milieu de leur formation en mode comment ça se passe, comment sont les profs avec vous, qu'est-ce qui vous plaît pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on mette, qu'est-ce que vous voulez qu'on enlève. Et tout le temps, on sonde. Et typiquement, à la base, on vendait ça. Aujourd'hui, on a des mentorats groupés, des mentorats individuels, beaucoup d'accompagnement, très peu de vidéos préenregistrées, même si on a un peu, des exercices qui sont corrigés par les profs, des communautés d'entraide quotidienne entre profs et élèves, profs et profs. Tout le monde s'entraide, etc. Et toutes ces choses-là, on les a pas pondues, c'est pas des idées, tu vois. C'est littéralement nos premiers clients, quitte à même ce qu'on les rembourse, qui nous ont dit, bon bah, ça serait bien en plus, ça serait bien en plus, ainsi de suite. Donc tu sondes tes clients. Puis derrière, c'est comme ça que tu crées un bon produit, je pense. Puis après, tu l'adaptes continuellement à ton marché aussi. Pourquoi Apple, c'est cool, c'est qu'ils ont toujours fait des mises à jour. Quand t'es encore sur l'iPhone, c'est que tu sais qu'il va être mis à jour dans 6 mois, tu vois. Et donc, tu mets à jour tout le temps ton produit pour ton audience. Et puis, c'est tout con, mais le client est roi, hein, il faut le redire, il faudra toujours le redire. Donc, à partir du moment où ton produit plaît à ton client, tu sais que c'est un bon produit, c'est la seule définition. Et donc, pour qu'il plaise à ton client, bah, t'as continuellement besoin de demander à tes clients ce qui leur plairait le plus, quoi. Et d'enlever ce qui leur plaît pas. Et tu te plies. Et là, ça, c'est le reverse engineering. Mais après, t'as des ingénieurs. T'as des gens qui préfèrent créer leur produit et après pousser à fond pour le vendre. Parce que nous, on est plutôt de l'autre clan. Plutôt reverse, ouais. Mais tu peux concilier les deux aussi, c'est-à-dire que bah forcément tu commences avec une version de base dans laquelle tu vas insuffler tes intuitions, etc. Mais après, avec cette ouverture d'esprit de te dire, faut que je sois prêt à kill 80% de ce que de mes paris, 90%, parce que ouais, forcément la réalité du terrain va être tout autre. Et c'est très compliqué de faire comprendre aux entrepreneurs et aux marketeurs que prendre du feedback, sonder ses clients, sonder son marché, c'est pas que du quantitatif à base de Typeform et de NPS, mais c'est du qualitatif, c'est-à-dire accepter d'appeler ton client et de te prendre des torgnoles si nécessaire, quoi. Bah, nous, notre NPS, on l'a jamais calculé en quantitatif. Et on le disait même quand on levait de l'argent auprès de nos investisseurs. Ils nous disaient, c'est quoi votre NPS? On leur dit, bon, bah, si on vous sort un chiffre sur 100, t'as 80% de chances que ça soit du bullshit, ce qu'on vient de sortir. Parce que je peux le bidouiller comme je veux. Ce qu'on a préféré faire, c'est littéralement de demander, pendant la formation de chacun de nos élèves, de nous faire un feedback écrit sur la communauté. Et on a récolté plus de 800 feedbacks, tu vois. Entre 600 et 800 feedbacks qui sont le NPS réel. C'est, en gros, j'ai aimé ou j'ai pas aimé, quoi. Et c'est comme ça que tu calcules un bon NPS, je pense. C'est comme un prof, si, au collège ou au lycée, il donne une note à son élève sans corriger sa copie. La note, elle a aucun intérêt. Et elle ne veut rien dire. En maths, ok. En français, par exemple, la disserte, si le prof n'explique pas pourquoi elle est mauvaise, mais qui met 5 sur 20, bah, la note n'a aucune valeur. Et c'est pareil avec le NPS. Si un mec juste lui dit note-moi sur 10 et il te met 4, fine, mais pourquoi, tu vois? S'il te dit pas pourquoi son 4 vaut rien, s'il te dit pourquoi son 4 vaut quelque chose, parce que son 4 ça te permet de monter à 6 ou à 7. Donc il y a plein de trucs tellement, genre,
tellement insensé dans le NPS, peut-être qu'il est conceptualisé, genre, déjà, c'est le seul truc. C'est vraiment une notation que tu demandes à quelqu'un, mais ce quelqu'un ne connaît pas le barème. Donc, même lui ne sait pas à quoi ça correspond. C'est que toi, en tant qu'analyste derrière, qui va savoir. Déjà, ouais, effectivement, même lui, il ne saura pas t'expliquer. Ça sera le pur reflet d'une émotionnalité à l'instant T. Donc, complètement con. Et deuxièmement, moi, j'appelle ça le hypothetical promoter score, parce que là, c'est juste une appréciation ultra détournée en plus, ouais, le HPS de est-ce que potentiellement le mec va être un promoteur, un neutre ou un détracteur. Ça ne dit rien du tout de concret, en fait. Versus, moi, pour moi, le vrai net promoter score, c'est demander à tes clients, est-ce que vous nous avez déjà recommandé? Oui, non, pourquoi? Et c'est tout. Est-ce que déjà, là, à l'instant T, vous avez déjà ramené quelqu'un chez nous? Ah, là, ça en dit beaucoup plus, en fait. Pour moi, le meilleur NPS, c'est calculé de deux façons. Soit tu le calcules plusieurs fois. Donc tu dis à ton, tu vois la dis à ton client X, bon, ton client s'appelle, je sais pas moi, Michel. Tu lui dis, OK, Michel, on est le 1er janvier 2023, note-moi sur 10 et dis-moi pourquoi. Il te met 3 sur 10 et il te dit pourquoi. OK, Michel, on est le 1er juillet 2023, note-moi sur 10 et dis-moi pourquoi. Mais et en fonction de sa note d'avant, t'es censé avoir changé des choses. S'il te remet le 3 sur 10, c'est que là, ça sert à rien de demander ton NPS, rentre chez toi, monte autre chose. Si t'as changé ce qu'il t'a dit de changer, tant mieux. Et pareil, 1er décembre, OK, Michel, note-moi sur 10. Et normalement, t'es censé arriver au maximum avec ton Michel, tu vois. Et donc, ça, c'est une meilleure manière. Et la deuxième bonne manière, c'est, comme tu disais il y a une seconde, ta meilleure manière aujourd'hui de calculer ton NPS, encore plus que de le demander 3 ou 4 fois dans l'année à un même client, c'est de calculer combien... L'évolution. Non, même pas. T'as ton pourcentage de clients qui provient du bouche à oreille ou de l'affiliation. Et voilà, c'est tout. Revolut, pourquoi ils ont un putain d'NPS? Parce que quasi 100% de leurs clients vient de l'affiliation et du bouche à oreille. Il n'y a pas une meilleure manière de calculer ça. Si un client qui est venu chez toi, il recommande à un proche, c'est forcément que ça lui a plu. Mais à 10 sur 10. Parce que tu vas pas recommander quelque chose qui t'a pas plu, surtout pas à tes proches. Limite à un mec que t'aimes pas, ok, mais à tes proches, tu vas les préserver, donc tu vas forcément leur recommander quelque chose que t'as aimé. Donc ça, pour moi, c'est la meilleure manière de calculer son NPS. C'est sur 100% de chiffre d'affaires, combien de pourcents provient du bouche à oreille. Mais c'est marrant parce que j'ai publié un truc là-dessus hier, c'est pour moi, il y a un nombre d'heures entrepreneuriales qui te permet de quantifier l'état d'avancement d'une boîte. C'est la proportion entre son inbound, son outbound et son bouche à oreille. C'est-à-dire, pour moi, l'idéal, c'est un tiers, en fait. Parce que si t'as un inbound fort, ça veut dire que tu sais, c'est-à-dire que t'as une marque forte, t'as une distribution lisible, etc., et que t'es présent auprès des bonnes personnes. Outbound, c'est que tu sais qui chercher, donc t'as une bonne connaissance du personnage, que tu sais qui aller chercher et lui délivrer le bon message. Et bouche à oreille, bah, c'est tout simplement que t'as un bon produit. Donc, en fait, t'as les trois qui se rejoignent. Et ouais, complètement. Enfin, c'est fondamental de bosser à faire augmenter au maximum. Enfin, au bout d'un moment, tu l'as dit toi-même, en fait, c'est même du bon sens business. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux pas te permettre à long terme d'avoir un décalage entre ton produit et ta brand. C'est juste pas possible, en fait. Donc, t'es obligé de faire en sorte même de créer un déséquilibre entre les deux et de surdélivrer que ton produit surdélivre par rapport à ta brand. Donc, c'est-à-dire que si t'as un brand à 9 sur 10, t'es obligé de faire en sorte d'avoir un produit à 9,5, 10 sur 10. C'est compliqué de faire. Et justement, tu parlais de sonder ton marché, d'améliorer ton produit en continu, etc., de choper du feedback. Et comment est-ce que tu fais le tri entre le bon grain livré, entre des feedbacks qui vont être peut-être très contextuels, qui vont pas forcément être qui vont être un peu à la marge, enfin comment tu fais? T'as rien de contextuel. Tu penses? Évidemment, t'as certains aspects de ton business qui sont plus importants que les autres. Typiquement, nos cours, c'est plus important d'avoir un bon feedback sur nos cours que sur la gueule du diplôme à la fin, le design du diplôme, tu vois. Donc, évidemment, t'as des aspects qui sont plus ou moins importants à prendre en compte, mais tous les feedbacks sont à prendre en compte, qu'ils soient contextuels ou non. Si un mec me dit, bon, moi, pendant ce live, ça m'a pas plu parce que machin, même si c'est parce que, je sais pas, il y avait trop de lumière derrière la tête du prof, vous voyez mal, bon, c'est pas grave, tu vois. T'as pas un mec qui va te décommander pour ça. Mais change-le juste. Tu vois, prends-le en compte et change-le. Et de toute façon, le but, c'est vraiment d'arriver à essayer d'avoir le meilleur produit possible, quoi qu'il arrive. Donc, t'as pas de feedback que je trouve
plus ou moins contextuels, ils sont juste tous plus ou moins importants, les contextes sont plus ou moins Tu les importants. priorises ensuite, c'est ça. Et, Ouais, évidemment. Ok. Mais pour moi, dès que t'as un feedback, bah, tu modifies, tu vois. Si t'as un bon feedback, bah, tu pousses. Il faut pas se reposer sur ses lauriers aussi. Les bons feedbacks, ça veut pas dire, OK, j'ai bien fait mon travail. Ça veut dire, OK, bah, mise encore plus sur ce que tu fais bien, quoi. Et continue à le faire, et encore mieux, juste que tu fasses au mieux. On peut toujours faire mieux, ça n'existe pas à perfection, donc, Parce que t'as un biais de sélection aussi dans la façon dont le bon feedback va être présenté. Parce que si le bon feedback met des louanges sur tel aspect de ton produit, bah forcément déjà t'as un indicateur sur le fait que cet aspect-là lui a apporté plus de valeur, que nécessairement les autres sont peut-être useless. Et à terme, tu vas peut-être identifier un pattern. Si tout le monde te parle de cette partie-là, c'est peut-être potentiellement que le reste est un petit peu à la marge, voire même peut-être un peu superflu, et donc rajoute plus de friction qu'autre chose au final. Donc en fait, comme tu l'as dit, ouais, même les feedbacks positifs, c'est au contraire quelque chose qu'il faut considérer au même titre que tes feedbacks négatifs. Et t'as des axes d'amélioration qui en découlent aussi, quoi. toi, par exemple, t'as que des clients, de ton audience qui te dit, bon, bah, dans tous tes podcasts, j'aime quand tu parles de la situation économique ou du marché du travail actuel. Bon, bah, parle plus que de ça, hein. Tu vois ce que je veux dire? T'as aucun intérêt à ne pas pousser quelque chose qui marche. Et tu peux jamais le pousser trop loin. Et si tu le pousses trop loin, tant mieux pour toi, ça continue à marcher. Sauf que bon, après, faut pas rentrer dans le trop, quoi, mais bon. En bref. Ouais. Je pense qu'on est 100% d'accord sur tous ces sujets de NPS, de feedback, de comment créer une marque forte, un produit qui pète. Je pense qu'on est aligné là-dessus à 100%. Et vous êtes 4 associés là? 5 associés 5 associés? avec The Quest. Ok. Donc The Quest compte parmi les... The Quest, évidemment, c'est un associé. Moi, je suis un associé. Corentin Lambert est un associé. Benjamin Joliveau, associé. Et Florent Aubry, associé. Puis après, on a une super team et puis des super investisseurs aussi. Ok. Comment vous avez fait pour réunir la Dream Team comme ça? Niveau, tu sais c'est un vrai sujet de. Ouais. Déjà, comment est-ce que tu te vois cofondateur versus solopreneur versus solo founder, et comment est-ce que tu choisis tes associés? Moi, je suis contre le fait de monter des boîtes seules. Ok. Pourquoi? Je respecte de ouf les gens qui le font, hein. Et d'ailleurs, certains très très bons l'ont fait, tu vois. Mais ils sont jamais vraiment seuls. En fait, je pense que tu peux être le seul associé en termes de parts, mais tu ne peux pas monter une boîte seule. Même Steve Jobs, on peut dire que c'est le fondateur d'Apple, c'est faux. Ils sont pleins des fondateurs d'Apple. Même ceux qui ont moins de parts que lui ou pas de parts. Et fonder une boîte, ça veut pas uniquement dire Bah, il y a Wozniak déjà. de l'equity. T'as dit quoi? Il y a Wozniak déjà. Wozniak, il y a Johnny Ive, il y a tous ces gens. Mais ce que je voulais dire, c'est malheureusement, le mot associé, aujourd'hui, est associé à l'equity. L'equity, les parts, donc de savoir sa part du gâteau. Beaucoup de gens le valorisent, beaucoup de gens ne le valorisent pas. Donc t'as des gens qui peuvent fonder une boîte au même titre que toi sans avoir de part parce qu'ils valorisent pas ça et qu'ils préfèrent avoir de l'argent tout de suite. Bon, fine, les gens font ce qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, je pense que ça n'existe pas de monter une boîte seule et je pense que c'est d'ailleurs le plus important. Nous, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis heureux dans ce que je fais, que ça marche bien, que tu vois, on performe et on va vite, c'est que t'as un sujet important, ça reste ta gouvernance, c'est que on a tous nos tâches, tu vois. Un tel fait ça, un tel fait ça, un tel fait ça, un tel fait ça, parce qu'un tel est passionné par ça, un tel est passionné par ça, etc. Et après, faut se ressembler. Moi, je trouve ça important, tu vois. Et c'est un truc qu'on a essayé de faire gaffe. On se ressemble plus ou moins tous avec les associés. Tu vois, on rigole des mêmes choses, même physiquement, on se ressemble un peu. Évidemment, ça, je dis que c'est pas nécessaire, mais c'est marrant, tu vois. Mais c'est parce que c'est pas pour rien. Tu ressembles aux gens qui t'entourent, donc c'est bien des boîtes de les monter avec des gens super différents, mais c'est aussi bien, alors que les gens pourront dire que c'est important d'avoir de la différence autour de soi, je pense que pour monter une boîte, c'est aussi bien d'avoir des gens qui te ressemblent et qui ont exactement la même vision que toi, sans avoir les mêmes objectifs et les mêmes idées, mais la même vision, le même but final. Et puis derrière, ce qui est important aussi, c'est d'avoir plus ou moins la même culture de vie. Nous, on a la culture du débat facile dans l'équipe. On débat tout le temps. Mais personne n'est têtu. On s'écoute, et puis quand il y en a un qui a raison, bon bah, on lui donne raison. Et puis c'est comme ça qu'on avance. Et puis derrière, pourquoi ne pas monter une boîte seule? Parce que si ça marche bien, je serais content d'avoir réussi avec des gens avec qui je peux fêter. Et puis pareil, si ça foire, je serais content de pleurer avec des gens, hein. C'est toujours mieux que seul dans les deux cas, en fait. Donc, puis tu kiffes plus à plusieurs, surtout. Tu crées des bonnes relations. On était même pas potes, nous, avant de monter la boîte ensemble. J'adore les mecs qui montent des boîtes avec leurs meilleurs amis aussi, mais nous, on n'était pas potes avant de monter la boîte ensemble. On est devenus tous super potes, quasi comme une famille, tu vois, depuis qu'on a monté cette boîte. Puis comment on a trouvé l'équipe? Essentiellement sur Internet.
Et puis moi, mon associé Corentin, je l'ai rencontré par Maxime. Puis derrière, Florent, il connaissait Corentin. Ils avaient déjà monté des petits trucs ensemble. Et Benjamin, on l'a rencontré sur Internet. Et coup de foudre. Puis après, tu calcules vite sur Internet, c'est cool aussi. Parce que tu vas créer une relation complètement chelou, puisque tu n'auras jamais vu cette personne. Puis le jour où tu vas le voir, tu vas voir ce que ça te fait. Soit ça te fait un truc de ouf et c'est carré. Soit ça te fait pas un truc de ouf et t'as fait une erreur et c'est pas grave. Ça, avec Internet, des erreurs, tu peux en faire des milliers. Donc ouais, c'est comme ça que nous on fait. Puis après, numbers game, la loi des grands nombres, c'est le truc auquel je crois le plus. Pour tout, même pour nos étudiants, je le conseille à fond. Tu veux trouver des clients en freelance. Ok, t'es monteur vidéo, tu veux trouver des clients, tu vas contacter 2000 personnes, 2000 créateurs de contenu. Sur 2000, t'en as peut-être, 10%, 200 qui vont te répondre. Sur 200, t'en as 10% qui vont être intéressés. Et sur sur les 20 du coup qui te restent intéressés, peut-être que tu vas en closer 50%, ça fait 10 personnes. Et donc t'as closé 10 clients, mais t'en as contacté 2000. Et la loi des grands nombres pour tout, même pour trouver ton équipe. Nous, avant de trouver les bonnes personnes à recruter, les bons fondateurs, etc., on a essayé plein de gens, on a contacté plein de gens. Ça prend du temps, je fais plein de calls, je fais plein de rendez-vous et machin, mais à la fin, ça marche toujours à la loi des grands nombres. Et je pense dans tout. Et surtout quand on parle, et je pense qu'on en parlera un peu plus tard, mais le marché du travail, le marché du freelance et tout, c'est assez intéressant. Et nous, on est une des seules écoles justement qui formons nos élèves avec ce qu'on appelle notre module business dans chaque programme. On forme nos élèves à trouver leurs clients, à entrer sur le marché du travail, pas juste à avoir une compétence. Comme à l'école, on te forme aujourd'hui juste à avoir une compétence. Nous, on t'apprend derrière, au lieu de faire une école de business sur 4 ans, t'inquiète, en un module de 1 mois, t'inquiète pas que tu vas apprendre à comment te faire des clients et monétiser ta compétence. C'est pas sorcier en vrai. Avec Internet, tu peux vite monétiser une compétence. Donc, la loi des grands nombres s'applique à ça, s'applique à comment trouver ton équipe, tes clients, ce que tu veux. Moi, je pense que c'est comme ça la meilleure manière de trouver quoi que ce soit d'humain. Et on en parlait tout à l'heure avec Valorant, justement, juste avant que t'arrives. T'étais en train de monter les escaliers, je pense. Il me disait, ouais, c'est dingue parce que au bout d'un moment, les artistes, les grands artistes, les génies dans leur domaine sortent plus que des bangers. Ouais. Et je dis, mais le truc, c'est que tu regarde un petit peu. Je lui ai sorti l'exemple du grand-père de ma compagne, qui est un des peintres les plus reproduits au monde. Enfin, Feu son grand-père. Et quand tu vas dans son atelier, Et qui pour ne pas être indiscret? Alfio Mogeri. Ok. Je sais pas si tu vois. Ouais. Tu vois? Je connais bien là. Et donc dans son atelier, ça débordait de toiles, mais de partout. En fait, il était obsessionnel de la peinture et il peignait à base de 3-4 toiles par jour, par moment. Enfin, délirant. Il se levait la nuit pour peindre et tout. Mais sauf que avec un tout petit pourcentage de ces toiles qui voyaient le jour en fait et qui étaient ne serait-ce que mis en vente. Je parle même pas d'exposer quoi. Et ça c'est une constante, c'est-à-dire que ouais, les gens les plus prolifiques dans leur domaine, quel qu'il soit, que ce soit musique, entrepreneuriat, ce que tu veux, à un moment donné, il y a, comme tu l'as dit, une notion quantitative qui rentre en œuvre et qui fait que par la force des choses, au bout d'un moment, ouais, t'as un tri naturel qui se fait, qui va faire que tes bangers vont se dessiner. Et il m'a sorti un contre-exemple, putain, je sais plus quel rappeur. J'imagine Nino ou Booba. Non, US. Qui pour un album de 15 titres a pondu 90 morceaux. Et tu vois ou pas? Ouais, j'ai pas son nom. Je sais plus lequel c'est. Ça m'énerve. Mais pour prendre l'exemple du rap, moi j'ai un de mes meilleurs potes d'enfance qui fait du rap en France, qui commence à être chaud et qui a commencé quand on avait 13 ans. Et il galérait, il a persévéré comme un ouf. Et là, il vient de sortir un EP, donc de 5 chansons, tu vois, ou 6 chansons, je sais plus, 4, 5 ou 6. Et il m'a dit qu'il en a fait plus de 100 des chansons, en sortir 5 ou 6. Donc, ok, ça fait 6 ans ou 7 ans qu'il fait ça. Ok, maintenant, il fait, je trouve, plus ou moins que des bangers. Mais pour ça, t'as eu 7 ans de faire à chaque fois probablement 100 morceaux pour en sortir 5 ou 10. Et derrière, en fait, soit tu recycles, soit à chaque fois t'en refais 100 pour en sortir 5 ou 10. C'est juste que les gens sortent. Au bout d'un moment, en fait, t'apprends à comprendre ton audience aussi, même quand t'es artiste, et savoir ce qui plaît. Donc, à avoir un plus gros taux de bangers. Mais tu continues à pondre 100 daubes à chaque fois. Et ça marche vraiment pour tout. Je vois pas de contre-exemple. Je pense qu'il n'y a pas de contre-exemple à ça. N'importe qui sort des bangers a sorti des daubes. Même chez Apple, si à chaque fois qu'il y a un produit qui sort, il marche. Bon, même si c'est pas vrai. Des produits qui ont foiré, genre, c'est quoi le dernier produit d'Apple qui avait foiré, là? Au début, c'était quoi qui avait foiré au début?
Il y a plein de produits L'Apple Watch était mal parti, non? c'est mal parti, je crois. Ouais. Mais peu importe. En fait, même Apple, je pense qu'en interne, ils designent 1000 daubes pour 10 gagnants. Hein. Et je le pense. Et typiquement, Imran Chaudhry, là, sur son site, il a 1000 patents. Et il n'y a pas 1000 produits Apple qui sont des bangers. Hein. Genre, mais j'en suis intimement convaincu aussi. Et t'apprends à sortir les bonnes choses. C'est là qu'il faut être efficace. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que t'as deux variables. C'est déjà, t'as de décomplexion par rapport au fait de te foirer. Au bout d'un moment, tu t'en fous. Pour moi, c'est ça qui différencie la différence, enfin, qui différencie un génie, les génies des gens très talentueux. Le génie en a rien à foutre. Il fait ça de façon purement autotélique, juste parce qu'il kiffe faire ce qu'il fait. Et il en a rien à foutre de l'output, il en a rien à foutre du regard des autres, il en a rien à foutre de quoi que ce soit, en fait. Juste, il est là pour vibrer, en fait. Là où, à compétence, à talent égal, vraiment compétence dure, le mec très talentueux va avoir quand même une notion du qu'en dira-t-on, et va quelque part un peu se prendre la tête, et ça va aligner son art, et il va être plus consciencieux, et il va avoir moins de lâcher prise, je pense. Et la diff entre les deux, c'est que le génie va plus sûrement ou plus fréquemment réussir après sa mort, ou le talentueux. T'as une notion de posthume, tu penses aussi, ouais. Ouais. Je pense que le regard des autres, il y a beaucoup d'industries dans lesquelles c'est important. Dans ce qu'on fait, c'est assez important, en vrai. Faut pas se mentir. On peut dire, j'adore ce que je fais, je m'en fous du regard des autres, mais c'est pas vrai. S'il y a rien qu'on se parle aujourd'hui et qu'on va diffuser ça sur les réseaux, c'est qu'on s'en fout pas du regard des autres. Tu vois, on fait attention à ce qu'on dit, etc. Et dans tout, tu fais plus ou moins attention à ce que tu fais. Parce que ce serait con de s'en foutre royalement. Je parle par rapport à ton art. Précisément. Ouais, mais pareil, tu vois, moi, je faisais de l'art avant. Donc, après avoir vendu mes petites œuvres d'art, je faisais plus sérieusement de l'art. Puis aujourd'hui, je suis entouré de pas mal d'artistes. Et puis même dans ce que je fais aujourd'hui, ce que je considère être un art, parce que plus ou moins tout est un art, tout genre de développement, je prends les feedbacks des gens. Et que ça soit de mon audience ou même de mes proches. C'est toujours cool. Parfois, c'est une perte de temps quand t'es persuadé de ton truc. Et puis quand t'es super têtu, ça sert à rien de prendre le feedback des gens. Mais je pense que t'as toujours tout intérêt. Même un type qui s'en fout et qui adore ce qu'il fait et qui le fait pas pour les autres, c'est cool de le faire pour lui avec le regard des autres. Parce que d'avoir quelqu'un qui n'a pas la tête dans le guidon, c'est toujours bien. C'est pour ça que McKinsey, toutes ces boîtes-là sont des aussi grosses boîtes. C'est qu'ils t'amènent des gens qui sont pas la tête dans le guidon dans l'entreprise pendant X temps pour t'amener un avis extérieur qui va te permettre de te propulser. Et c'est pareil pour l'art. Demain, t'es un artiste, peu importe tu t'en fous ou tu t'en fous pas, tu vas avoir envie des conseils ou même de la validation d'un grand artiste. Mon pote rappeur dont je t'ai parlé, là, ce week-end, il y a, je sais plus quel rappeur qui l'a suivi, de qui il était fan. Même s'il fait pas ça pour le regard des gens, ça l'a fait kiffer. Parce qu'il se dit, bon, j'ai la validation de quelqu'un de bon dans ce que je fais, quoi. Et je pense que c'est important. Mais pour revenir sur la loi des grands nombres, très rapidement, je leur parlais, TikTok, c'est pareil. TikTok, l'algo, il fait que tu publies, je sais pas moi, un TikTok par jour pendant 1 an et que t'en as peut-être un qui va péter et qui va te faire péter ta chaîne, tu vois. C'est comme ça et c'est pareil dans ça aussi. Et je pense que c'est même dans le travail. Nous, nos étudiants, on oriente tous sur la pratique pour qu'ils s'exercent, même sans être payés au début, c'est pas grave, pour arriver à un certain niveau d'excellence qui fait qu'ils vont être payés. Et le plus ils vont s'exercer, le plus ils vont être payés. Donc ça reste un truc de grand nombre, tu vois. Si tu vas faire, sur 10 clients, t'en auras un qui va kiffer, mais celui qui va kiffer, il va t'emmener au niveau 2, quoi. Et je pense que, ouais, dans l'art, dans le business, dans le freelancing, dans l'apprentissage, dans tout ce que tu veux, même dans ce que tu fais, t'as plus de chances d'avoir des podcasts qui vont être des podcasts géniaux en faisant tous les jours que si t'en fais un par an. Donc, dans tout, moi, je suis persuadé vraiment que c'est le truc le plus important. Mais, ouais. Après, je sais plus sur quoi on était parti après, mais, sur le regard des autres, mais je pense pas que c'est un sujet, à titre perso, je pense pas que c'est un sujet très profond sur lequel il faut débattre, quoi. Oui, c'est important, mais à une certaine mesure. Et puis, ceux qui disent que c'est très important, parfois ils sont cons. Et ceux qui disent que c'est pas du tout important, parfois ils sont cons aussi, tu vois. Je pense que c'est pas noir, c'est pas blanc, c'est plutôt gris. Faut trouver la bonne zone. Est-ce que le regard des autres est important? Oui, à une certaine mesure, tu vois. Ouais, c'est un outil. Tu me parlais là, on parlait du regard des autres. Regard, vision. Ça te dit qu'on parle un peu de ta vision? C'est quoi ta vision? C'est quoi que t'as envie d'accomplir, là? Dans les prochaines années, dans ma vie, pour la boîte. Pour la boîte. Ce que j'ai envie d'accomplir pour la boîte, continuer à rentrer un maximum d'élèves.
que ça fait kiffer. Tous les points, hein. Que ça soit change la vie des gens, économiquement, ce que tu veux, ça fait kiffer. Sortir plus de programmes, et c'est ce qu'on est en train de faire. Pareil, parce que en fait, notre client, c'est monsieur, madame, tout le monde, nos élèves. C'est monsieur, madame, tout le monde de la classe moyenne, de la classe ouvrière plutôt. Et c'est des gens qui ont des profils différents, que ça soit leur âge, leur passion, etc., et même leur appétence technologique. T'as des gens qui ont entre 18 et 25 ans et qui veulent un complément de revenu, ça c'est plutôt les gens qu'on va orienter vers le montage vidéo. T'as des gens qui sont en province, qui ont besoin d'un travail à côté parce qu'ils sont au foyer, par exemple, ils éduquent leurs enfants ou quoi. On va plus leur proposer du virtual assistant, tu vois. T'auras des gens qui sont en reconversion pro, qui veulent gagner plus d'argent, etc. Là, ça va être des métiers plus techniques. Ça va être commercial, ça va être dev, j'en sais rien, ça va être des métiers plus techniques. Et puis c'est pour ça qu'on a tout intérêt, si on veut couvrir tout le monde et pouvoir répondre à tout le monde, à qui ça pourra intéresser, d'avoir plus de métiers. Donc ça, c'est le but. Et le deuxième but, c'est évidemment d'aller un peu plus, d'ouvrir les frontières un peu de ce qu'on fait, d'aller à l'international. Parce le problème qu'on résout à l'international, il est encore plus gros qu'en France. À l'international, l'éducation est vraiment trop inaccessible, trop chère. Et c'est vraiment plus dur d'accéder à une bonne éducation à l'international. Donc, nous, je pense qu'on a tout intérêt à le faire aussi. Et puis derrière, pour la boîte, l'emmener le plus loin possible, essayer vraiment de changer les choses et que ça continue à plaire aux gens, ne pas se perdre dans des choses inutiles ou obsolètes, et puis continuer à bosser avec mon équipe que je kiffe trop. Ouais, c'est ça les buts. Hein. Je vais pas parler de Valo à 1 milliard, tous ces trucs. Évidemment, c'est les buts, mais c'est pas ça. C'est, je pense, des choses trop répétées et je pense pas que tu peux. Ça peut être ton unique but, quoi. Parce qu'à un moment, tu déprimes, donc. T'aliènes un petit peu. En fait, t'as un escalier. Le but, c'est de voir tout en haut de l'escalier. Sauf que si tu regardes pas la première marche, tu vas te trébucher direct. Donc, regardons les marches devant nous. Est-ce que c'est vraiment ça qui va te faire vibrer en plus de ça quand il sera? Tu vois, est-ce que... Ouais, je pense d'être très riche, ça fait vibrer. Je pense que c'est important. Oui, c'est ce que la richesse te permet de faire. Tu vois ce que je veux dire, c'est les moments que tu vis. Et pendant un temps défini, tu t'habitues à tout, de toute façon. C'est ça. Demain, crois-moi, je te mets, je sais pas moi, dans une tente dans le désert, tu vas bader pendant je sais pas combien de temps, et après tu vas t'habituer. Tu te fais, je pense que tu te fais à tout. C'est le principe même. Ça dépend de l'attente après. Hein. Ça dépend de l'attente. Et c'est le principe même de résilience dont parlaient les Boris Cyrulnik et tout. Il dit que le corps humain et le cerveau humain finalement te permet de surpasser plus ou moins n'importe quoi si tu t'en donnes les moyens. Donc ouais, je pense que même ça tu t'y fais au bout d'un moment et que c'est plus seulement stimulant. Après moi j'aime particulièrement monter des projets, des équipes, avancer, perdre, gagner, perdre. Ça me fait marrer, tu vois, je kiffe, mais donc ouais, le but c'est pas uniquement un but perso. C'est aussi un but pour les gens qu'on aide, pour l'équipe avec laquelle je bosse, continuer à monter des boîtes avec eux, rencontrer d'autres gens. Oui, on a plein des buts. Mais le but pour la boîte en particulier, c'est ça. C'est de s'ouvrir à l'international, c'est de continuer à sortir des programmes et c'est aussi de continuer à avoir plus de sponsors pour nos programmes. Parce qu'en fait, nous, on a des marques qu'on kiffe et qu'on kifferait avoir en sponsor. Et donc dans chaque programme, on a des sponsors pour nos lives, pour des interventions au sein de l'école, pour notre newsletter de plus de 100 000 personnes, tu vois, et ça fait toujours kiffer. Donc ouais, c'est ces choses-là qu'on a envie de pousser, ouais. Ok. Et pour accélérer, vous avez levé des fonds? Ouais. On vient de finir de lever des fonds. Et comment c'est acté? Ouais, c'est acté. Trop bien. On a levé 3 millions d'euros. Trop bien. Avec des entrepreneurs géniaux. Des entrepreneurs parce que c'est beaucoup de business angels. Ok. Ça a été pas facile parce qu'on n'était pas dans la meilleure période pour lever. Mais on est accompagné de gens vraiment incroyables. Donc ça fait toujours plaisir. Pour en citer quelques-uns, je pense que je peux citer Michael Benabou, qui a monté Vente Privée, qui nous aide beaucoup, qui a été même un mentor pour moi. Derrière, je peux citer Guillaume Mouzet, les Galeries Lafayette, qui ont resté chez nous et qui croient en notre projet. Et puis après, je sais pas si je peux citer tout le monde, mais on a des super bonnes personnes. On a même Kima, Daviniel et tout. Et donc ouais, on a une bonne levée. Elle va nous permettre de bien accélérer. C'est un autre jeu pour nous même, tu vois, parce que faut pas se défocus, faut pas cramer, faut bien réfléchir à comment tu investis ton temps, ton argent, etc. Mais c'est un super exercice et ça nous permet surtout de pouvoir créer des meilleurs programmes et surtout de pousser la tech à fond.
notre plateforme qui nous fait kiffer et qui fait surtout, qui augmente vraiment le taux de réussite de nos élèves. Ça, on essaie de la pousser à fond. Ouais. Ok. Et ouais, et c'est posé la question à un moment de bootstrap versus lever, ou ça a été une ambition dès le début? Ouais. Non, on voulait même pas lever dès le début. Ouais. Ok. On n'a pas levé dès le début d'ailleurs. On a mis 1 an avant de faire notre seed et on était déjà rentable et sur des bonnes rails, des bons rails, tu vois. Parce qu'on a voulu créer une boîte sur des fondations solides, qui avait un produit solide et qui n'était pas suralimenté de liquidité. Et puis juste au moment où à la fin de l'année dernière, on s'est dit ok, on a un truc cool entre les mains, les gens en veulent plus parce qu'en fait il y a trop de monde sur ce marché. Il nous faut de quoi dépenser en pub pour pouvoir atteindre tous ces gens et il nous faut de quoi dépenser pour investir sur notre plateforme, notre produit, nos profs, etc. pour avoir des meilleurs profs, une meilleure plateforme, continuer à avoir une meilleure boîte en fait. Et donc à ce moment-là, on s'est dit bon bah comme on a bien marché très rapidement, on a un potentiel pour levons et emmenons cette boîte le plus loin possible parce que tu sais jamais comment va se passer l'hiver, donc il vaut mieux toujours avoir un peu plus d'argent que pas assez quoi. Et on n'est pas des radins sur les sujets de part et tout, donc ça nous dérangeait pas et ça a été même une bonne chose. Je pense qu'on est bien entouré, qu'on a de quoi respirer, qu'on a de quoi investir et tester des choses, tu vois. Donc ouais, je pense que je conseille pas la levée à tout le monde. Je conseille pas la levée au début d'une boîte. Ça c'est même The Quest qui nous l'a enseigné, l'anti-premature scaling, tu vois. Le fait de d'abord construire des fondations solides, surtout que pour être vulgaire, t'en chies au début. C'est avec ton cerveau que tu dois créer des choses qui génèrent de l'argent et qui plaisent aux gens, quoi. Donc, bosse beaucoup plus, tu bosses d'une différente manière, tu dois être plus créatif, prive de plein de choses, tu te permets d'autres choses, plus de risques, etc. C'est une certaine manière de bosser, mais ça te permet de construire une boîte dont tu es sûr qu'elle est sur des fondations solides et qui ne dépend pas d'argent injecté. Donc ouais, je conseille de ne pas lever en pré-seed. Comment ça s'est passé à lever? Dans quel sens? Comment t'as procédé? C'est toi qui t'en es occupé, ouais? Ouais, je m'en suis occupé avec un peu mon associé aussi, Corentin. Comment ça s'est passé? Numbers game, comme toujours. Bon, déjà, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai commencé à monter la boîte avec Corentin et The Quest, et même quand les deux autres sont arrivés, Benjamin et Florent, en fait, j'ai commencé tout de suite à contacter des gens qui sont des grands entrepreneurs qui me fascinent, essayer de leur demander des conseils, d'en faire un peu mes mécènes, tu vois. Et puis quand j'avais réussi à bien m'entourer de ces gens-là, que j'appelais une fois de temps en temps, une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois, au moment de lever, surtout que c'est des gens, si tu veux, qui ont beaucoup d'argent, et les gens vont les voir pour leur demander de l'argent. Et moi, je voulais pas lever d'argent au début, donc je suis juste allé voir en mode, bon, voilà, j'ai tel âge, j'ai envie de monter ma boîte, si je peux avoir des conseils, ça serait cool. Et ces gens-là, comme t'es pas allé comme tout le monde leur demander de l'argent dès le début, quand tu reviens et que tu leur demandes, surtout quand ils ont vu toute l'évolution du projet, déjà, ils sont plus aptes à investir avec toi, et dans toi et dans ton projet. Et donc, c'est comme ça qu'on a eu les premiers. Et puis derrière, Numbers Game, on a contacté énormément de monde. On s'est fait une grosse liste des business angels, des fonds, etc. Puis on a contacté du monde, on a construit des bonnes relations, et très rapidement, on a bouclé le tour, parce qu'on avait un dossier qui plaisait bien, surtout vu la période de levée, tu vois. On est une boîte qui a une bonne vision, une bonne équipe, enfin je pense, une bonne vision, une bonne équipe, qui est rentable, qui sur des bonnes fondations et qui est déjà plus ou moins lancée. Donc ouais, la levée s'est très bien passée, c'est fatigant. C'est pas un exercice que j'aime en vrai. T'es pas concentré sur ton business, quoi. C'est vraiment, t'es dans une autre bulle pendant X temps. Il y en a pour qui ça prend beaucoup de temps. Donc ouais, c'est pas évident, mais nous on a pris un mois et demi à tout closer, on a été rapide en vrai. Même quasiment. Moi j'étais quasiment en full time dessus, ouais. Tes journées, elles sont faites de quoi? Quand tu lèves, honnêtement, d'abord t'as la première partie, tu construis ton deck, tu te crées toute une histoire, tu vois, tu t'entraînes un peu à pitcher à tout le monde, tes proches et tout. Tu te demandes d'abord si toi-même t'aurais mis tout ton argent là-dedans. Puis derrière, une fois que t'as construit ton deck, tu dois faire un BP. Donc tes projections. Faut que ça soit optimiste, mais en même temps réaliste. Faut que ça soit prouvé. Faut que ça se base sur des choses réelles, etc. Donc ça, c'est un exercice plus matheux qui est plus dur. Derrière, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté littéralement la Terre, des mails. T'organises des rendez-vous avec des gens. Tu mets ton calendrier, ils prennent rendez-vous avec toi. T'as des rendez-vous de 30 à 45 minutes. Tu pitches ta boîte. À la fin, c'est oui, non, au revoir.
Et tu fais ça pendant 3 semaines, 1 mois, 2 mois. T'as des plus gros tickets. Et donc, pour les plus gros tickets, t'as plusieurs tours. Quand c'est avec des fonds, nous, on a levé qu'avec des business angels, donc je sais pas, mais quand c'est avec des fonds, comme on a parlé à pas mal de fonds, c'est plusieurs tours. C'est, plus de due diligence. Donc, tu vois, toute l'histoire ils mettent vraiment les mains dedans, etc. Et puis, c'est un exercice où vraiment, tu bosses énormément, mais tu fais énormément d'appels, c'est crevant. Et nous, en plus, moi, j'ai levé en remote, pour la plupart. J'ai certains de mes investisseurs que j'ai été voir dans un bureau et tout, mais pour la plupart, j'ai levé en visio, quoi. Et il y a certains de mes investisseurs avec qui on s'est pas encore rencontrés physiquement. Et je les rencontrerai quand ils seront à Paris ou quand je serai à l'étranger ou quand on aura l'occasion, mais ça m'a encore plus fait croire en Internet. Aujourd'hui, je peux même avoir des investisseurs sans les avoir rencontrés, quoi. Donc c'est assez marrant. Et puis j'ai rencontré des gens incroyables, des gens qui sont devenus quasiment des potes, tu vois. Moi, je pense à Edouard Caraco qui a fondé The Braderie, avec qui je m'entends super bien, qui a investi chez nous. Et il faut que je rencontre son associé Tim aussi, qui a investi chez nous. Mais tu vois, par exemple, je l'ai pas encore rencontré. T'en as des gens avec qui tu crées des bonnes relations. Donc ça fait toujours plaisir. Ça, c'est l'upside, le gros upside de la levée. Mais c'est là où t'as été futé, c'est que déjà t'as beau pied dans la porte, quoi. Genre beau pied dans la porte d'avoir d'abord créé des relations, en demander conseil, et après ces conseils d'avoir demandé de l'argent. Plus que de l'argent, tu vois, d'y croire, quoi, avec du soutien. Ouais, c'est ça. Et l'argent, c'est un peu donner de la valeur à ce soutien, quoi. Ouais, exactement. Non, mais c'était le copywriting un petit peu provoque du truc, mais en tout cas de créer une progressivité dans la relation et de miser sur le temps long donc ça a maximisé de ouf tes chances de succès, et c'était même pas voulu à l'époque parce qu'au début tu demandais vraiment des conseils et derrière t'as fait sincèrement, et après t'as fait le levier de ça là où forcément t'aurais eu un taux de réussite plus faible. Ça, c'est ta crédibilité, en fait. Ouais, c'est ça. Je me suis entouré en vrai de personnes très crédibles dans ces milieux-là, qui ont des gros contacts et qui m'ont eux-mêmes aidé à lever. Si tu fais ce qu'on a fait, de juste contacter tout le monde d'un coup, je pense que tu peux y arriver, mais tu vas bien galérer. Nous, on a direct été épaulés par des gens qui sont très crédibles dans le monde de la levée de fonds. Donc eux, on parle à leurs potes, etc. Même Jean de la Roche-Brochard de Kima, qui a fait un tweet en disant « J'ai investi dans Revoltrain ». Bon, écoute, t'en as d'autres qui sont plus aptes à nous écouter. Donc c'est comme ça, ouais, que ça s'est bien fait, mais ouais, c'était une bonne chose d'avoir créé des bonnes relations avec ces gens. Alors j'ai 2 dernières questions. C'est quoi les 3 enseignements, les 3 trucs que t'as appris, compris là cette dernière année? En vrai, peu importe ton marketing, peu importe ta marque, ta brand, ce que tu veux, personal branding, toutes ces choses, si t'as un putain de produit, plaît aux gens, qui répond réellement à un besoin et qui correspond à ce que les gens veulent, ton marketing, ta marque, tout ça, ça sera tout seul. Et du moins, ça sera beaucoup plus facile. Ça, c'est 1. 2, je pense que on néglige l'importance ultime de ton équipe. C'est super important, en fait. La culture de ton équipe, la façon dont les gens bossent, la façon dont tu t'entends avec ton équipe, la façon dont tu es aligné sur ta culture de travail. Ton équipe, c'est super important, encore plus que ton idée, parce que notre idée n'a pas vraiment été une idée qui a pop dans la tête de quelqu'un. C'est juste une succession de pivots qui ont été faits grâce aux rencontres au sein de l'équipe. Ça, c'est super important. Et le 3e gros point, c'est ça, c'est moi. Hein. C'est vraiment un truc qui s'applique qu'à moi, enfin à certaines autres personnes, mais surtout à moi. Agis et tu réfléchiras plus tard. Teste, si ça marche pas, teste autre chose. Mais reverse engineering, quoi. Vraiment, à fond. Et puis, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, ça m'a surpris. Tu disais, t'en as qui créent d'abord, qui font de l'engineering et qui derrière font du reverse. Donc, qui créent d'abord un produit à fond et puis derrière enlèvent 90%. Je pense que c'est beaucoup plus dur. Je pense que t'as beaucoup plus intérêt à créer quelque chose en partant de la demande des gens et tu continues à construire avec la demande des gens mais en adéquation avec ta vision et tes envies, plutôt que d'enlever des choses qui t'ont pris du temps à être créées. Ça fait mal, quoi. Alors que ça fait toujours... C'est bien d'être dans de la position où les gens te demandent quelque chose, ça te fait plaisir qu'ils te le demandent, en même temps t'arrives à le connecter avec quelque chose qui te plaît et derrière tu construis. Donc ouais, ça c'est un autre truc que j'ai appris en fait. C'est aussi ça, faire du reverse engineering, purement et durement. Parce que ma boîte de casino en ligne, là, mon petit jeu, on n'avait pas du tout fait en reverse, on savait même pas qu'il fallait une licence. On avait juste voulu pondre notre truc, on était trop content d'avoir notre jeu et on jouait entre nous en cours. Et en fait, on n'a même pas pu le sortir, le truc.
Donc au fond, même si j'ai appris plein de choses, tu perds économiquement, tu perds du temps, quoi. Parce que déjà tu perds de l'argent et puis t'as un truc qui ne sert à rien. À part t'avoir fait vivre une jolie aventure. C'est ce que je veux dire, donc ouais. Et des belles anecdotes à raconter en podcast. Voilà. Et est-ce que là, tu aurais 3 conseils à donner dis-moi si ça recouperait théoriquement les 3 apprentissages que tu viens de me donner, mais 3 conseils à donner aux entrepreneuses qui nous écoutent. Déjà, la plupart sont plus vieux que moi, donc c'est à vous de me donner des conseils. Mais surtout pour les gens de mon âge, ouais, qui veulent monter des boîtes. Je sais pas si t'en as beaucoup dans ton audience. Ouais, quelques-uns, ouais. Ou tu vois, même jusqu'à 25, quoi, des gens jeunes. C'est que quand tu montes une boîte, tu mets plein de choses de côté. Pour ma part, ça a été pas mal d'amis, ça a été les sorties. Je suis pas sorti pendant un bout de temps. Ça a été les amours d'un côté. Ça a été vraiment, tu mets plein de choses de côté et ça, faut l'accepter. C'est pas facile, mais t'es obligé. Tu ne peux pas monter une boîte qui va te plaire avec une bonne équipe et qui va être bien montée si t'es pas à fond sa mère dedans. Pour être vulgaire, encore une fois, vraiment à fond sa mère. Ça, c'est 1. 2, numbers game. Je vais insister dessus. Mon conseil numéro 1 dans tout. Et je le dis même vraiment pour les entrepreneurs, pour les freelances, pour les étudiants, ou même un mec qui veut trouver un stage. Et pareil, tu contactes les 100 boîtes dans lesquelles tu as envie de bosser et tu en auras un minimum. Et ça marche à tous les coups et j'en suis persuadé. Donc ça, je continuerai à le conseiller. Et 3e truc, n'ayez pas peur de bosser gratuitement. À un moment. Alors moi, de bosser gratuitement pour The Quest au début, c'est ce qui m'a permis de rencontrer un tel, qui m'a permis de rencontrer un tel et de monter un tel et d'apprendre ça. Tu vois, parfois, faut savoir faire des sacrifices. Donc pareil, ne pas se survaloriser, quoi. Je pense que l'humilité permet de monter des belles choses. Avoir confiance en soi, c'est très bien. Mais parfois, être assez humble pour pouvoir profiter de choses dont on n'aurait pas pu en étant prétentieux, quoi. Donc ouais. Un peu 3 conseils. Je sais pas si c'est des excellents conseils, mais c'est en tout cas moi, les 3 gros conseils tirés de mon apprentissage cette année. Sacha, c'était vraiment trop cool. Merci à toi. J'ai trop kiffé. Ouais? Ouais. Eh ben, écoute, franchement, de même. Et je suis frustré parce que j'aurais bien aimé continuer cet échange. Par contre, tout à l'heure, dans la cuisine, j'ai eu une idée. Je me suis dit, est-ce que là, je vais commencer à varier un petit peu la ligne édito. Et typiquement, demain, j'ai déjà reçu Valorant, j'ai déjà reçu 16, mais on va faire un épisode tous les 3. Okay. En mode un peu sociétaire ou avec des gens déjà, des entrepreneurs déjà invités qui reviendraient et on ferait des épisodes à plusieurs, etc. Je me suis dit, mais un épisode tous les 3 avec Valorant. On partirait en... Ah, mais ça serait un live, mais total. Ouais. Ça te chauffe ou pas? Un week-end, on sera ça avec plaisir, ouais. Et... Bon, on sera un truc bien long, bien posé. Ah, on se donne le temps. On se donne le temps avec 3 fauteuils, 3 micros et de la flotte. Allez. Peut-être pas que de la flotte et on est parti. Peu de tequila, fait jamais de mal. Allez, on s'envoie 2-3 shooters avant. Et alors ça, c'est un truc, les auditeurs connaissent, mais je suis nul à chier en outro. Donc en général, on cut d'un coup comme ça.